C'était dur et j'étais malheureuse. Il y a une réunion, là, il y a quelqu'un qui parle, qui est sur scène, mais c'est pas moi, mais pourquoi? C'est pas moi la patronne de cette boîte. Catherine Barba, serial entrepreneuse et investisseuse, elle est cofondatrice de l'école Envie. Et également administratrice d'État du groupe Renault. Vous étiez membre du jury Qui veut être mon associé. Il y a plein de gens qui peuvent se dire, putain, elle est en haut, sa vie, tout est facile. Mais j'avais envie de pleurer tout le temps. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Et ma fille, à l'époque, elle me tapotait la main le matin, elle disait « Maman, ça va aller ». Ils voyaient que t'étais triste, que t'étais Ouais. plus si rayonnante, quoi. Quand tu entreprends, tu rêves de vendre ta boîte, tu veux gagner des sous, et c'est vraiment ton but. Et donc, c'est cette société que j'ai vendue à VP. C'était pas une bonne idée, en fait. Je l'ai fait pour les mauvaises raisons. J'ai vendu parce que j'avais peur. Je me disais, si ma boîte fait partie d'un plus gros tout, alors tu vois, c'est rassurant. Ouais, c'est sûr. Je me disais, c'est génial, ils jettent un œil sur moi. Et l'ego, ça te conseille très très mal, quoi. C'est quoi ton endgame? De jamais perdre de vue cette finalité, parce que c'est aussi ce qui va nourrir ta motivation. Tu visualises ton podium, tu sais que c'est là que tu veux aller. Et ce truc-là, c'est aligné avec tes valeurs, ta tête, ton cœur, tes tripes. La cupidité humaine est abyssale. Plus t'en as, plus t'en veux. C'est un vrai poison. Et la meilleure façon de savoir à quel moment, etc., c'est... En tout cas, Catherine, je suis vraiment content que tu sois là. Moi aussi. C'est impressionnant ton parcours. J'ai plein de choses que j'ai envie de creuser avec toi, spécialement les US, parce que je suis très inspiré par les Oh là US, là. comme tu peux voir au livre d'ailleurs. Ouais, au j'ai passage. vu ça. Donc je suis vraiment content. T'as déjà vécu aux États-Unis? Alors je sais pas vécu dans le sens à plein temps, par contre j'y suis allé vraiment beaucoup de fois. Cumulé, je pense que j'ai fait peut-être 18 mois, quelque chose comme ça. J'adore. Ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Raconte-moi un petit peu là ton dernier projet. Un projet comme ça, comment tu trouves l'idée en fait? Ça s'est passé comment? En fait, l'idée, elle te vient jamais du ciel, quoi. Tu sais, c'est vraiment, je la trouve en observant. C'est une question de regard, une idée. Et donc, je suis rentrée des États-Unis. Ok, donc on est en 2020. On est en 2020 et je lis toute la presse. Enfin, j'aime bien faire de la veille tous les jours. Et je lis plein de choses sur la transformation du travail, sur... pas encore la grande démission, comme c'était le cas aux États-Unis, mais voilà, révolution du travail, quoi. Et vive le travail autrement, aspiration à plus d'autonomie et tout. Je me dis, tiens, c'est marrant. Et puis, je commence à regarder tout ce qui se fait autour des indépendants, des freelances. Je commence à faire un petit peu de recherche et je me dis, il faut créer l'école des indépendants. Tu vois, donc en fait, l'idée, elle vient parce que tu identifies un besoin qui n'est pas très bien adressé ou qui est pas adressé. Et tu dis, il y a une place à prendre. Je vais proposer une offre qui est nouvelle et puis je suis la bonne personne pour le faire, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et ça prend combien de temps entre tu commences à avoir l'idée et tu passes à l'action? Alors déjà, moi j'ai fait beaucoup de veille, j'ai interviewé plein de monde qui était dans l'éducation parce que moi je connaissais rien à la formation en fait. J'ai passé 25 ans dans le digital, l'e-commerce, la tech, donc là j'arrivais sur un tout nouvel univers. Donc, rencontrer plein de monde, des profs, des gens qui font de la formation en entreprise, des chercheurs en neurosciences. Et ça te faisait peur le côté c'est une industrie que je connais pas? Tu le vivais comment? Moi, je suis une exploratrice comme toi, je pense. Et j'aime bien ce qui est nouveau. Tu vois, j'aime bien le petit challenge de me dire il y a quelque chose à découvrir. Donc, au contraire, puis tu apprends tous les jours. Donc, au fil des rencontres, de toute la veille, j'ai regardé tout ce qui existait. Je me suis inscrite à toutes les formations pour entreprendre. Et j'ai regardé et je me dis, ce dont j'ai besoin, ça n'existe pas. Donc, je vais le créer. Donc, ça a pris une bonne année. Tu vois, j'ai passé plus d'1 an à faire de la veille. Waouh. Et c'est ta 4e boîte, c'est ça, hein? Ouais. Ça m'intéresse de savoir, quand c'est ta 4e boîte comme ça, qu'est-ce qui est différent quand on crée une 4e boîte versus les 2 premières, par exemple? Qu'est-ce qui est différent pour toi aujourd'hui que tu faisais pas au début? J'ai moins de stress sur tous les aspects. Mais déjà, tu comprends bien les règles du jeu. Oui, tu sais que tu sais. Enfin, il y a plein de choses qui sont similaires, même si l'objet est différent. Tu sais que quand tu vas t'associer avec des gens, il faut faire un pacte. Tu sais qu'il faut aller voir ce qu'il faut dire à la banque pour la rassurer. Tu sais comment trouver tous les trucs un peu chiants, administratifs, etc. Tu sais faire un business plan. Donc, ça sert à ça de vieillir. Hein. C'est que ça te donne l'expérience. Donc, sur tous ces aspects-là de création, les aspects humains,
besoin. La seule inconnue qui était, c'est cette cible-là, où est-ce que je vais la toucher? Hyper dur, toucher des indépendants. Il n'y a pas un média pour indépendants, tu vois. Donc, c'est comment est-ce que je vais les toucher? J'ai pas d'idée du coût d'acquisition. Je sais pas quelle va être la lifetime value. Donc, j'ai quand même plein d'interrogations sur la façon d'opérer le business et sur la façon quelles sont les métriques. Mais sur la création de boîte, c'est toujours la même histoire. Et du coup, c'est une vraie question sur la question de comment je les touche. Il n'y a pas de médias dédiés. En tout cas, peut-être il y a des petits podcasts un peu à droite à gauche. Du coup, tu as répondu à cette question comment? Comme toujours, c'est j'apprends en marchant. Donc, je me dis, ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est lancé. Je suis encore dans l'observation, dans l'artisanat. Okay. Donc, là, vous êtes combien? Dans la boîte, on est 3 cofondatrices et on est une douzaine de personnes autour, entre les stagiaires, les freelances qui nous aident, tu vois. Donc, et pour 12 personnes, donc il y a mon LinkedIn qui est un bon vecteur d'acquisition. Ouais. Les médias aussi, c'est que du système, c'est que de l'organique, tu vois. Après, on fait des tests. Tu fais pas de pub payante? J'ai testé un petit peu de l'Insta payant, du LinkedIn payant, du Google Ads, mais je suis vraiment au tout début. Okay. Donc, je suis encore en train de regarder. Tu vois, par exemple, quand tu fais du Google Ads, tu fais une landing page et donc tu vois le coût de conversion qui est dégueulasse. Donc, tu te dis, est-ce que c'est parce que la promesse n'est pas bien mise? Là, il faut que je mette un questionnaire. Peut-être que le bouton, il est trop petit. Là, que je vais changer la couleur. Donc, en fait, je suis encore dans le fine-tuning, là. Mais il n'y a que comme ça que tu y arrives, hein, tu le sais. Comment tu le vis, justement, tous ces moments où... Parce que t'as beau avoir l'expérience, il y a une partie de soi qui a envie d'avoir des résultats quand même tout de suite, d'espérer je vais lancer ma landing page, ça va marcher, je vais avoir un super coût de conversion. Comment tu le vis là quand tu sors des premières versions et t'arrives pas à avoir les résultats que t'espérais peut-être au début? J'ai l'impression d'être une enquêteuse, tu sais, je fais ma petite enquête en fait. Donc toi, ça te donne de l'énergie. C'est un jeu quand même. Je joue pas ma vie, tu vois. C'est une aventure avec. Je l'ai cofondée avec 2 de mes meilleurs amis. C'est hyper fort humainement. Ça a beaucoup de sens pour moi. En plus, on est dans la transmission. On est dans donner de l'emploi à des gens. On est une société à mission. Il y a vraiment du sens dans tout ça. Donc moi, je suis au bon endroit. Maintenant, j'ai le temps en fait. Tu vois, je me colle pas la pression, je veux que ça marche. Et ça, c'est un truc que tu as développé récemment, enfin dans les dernières années, ou depuis le début quand tu entreprends, t'es comme ça? Ah non, mais au début, c'est l'énorme panique. Tu sais, au début, tu te sens un peu imposteur, non? Je sais pas comment c'était pour toi, mais au début, tu as vachement plus peur du regard des autres, du jugement des autres. Et alors que, enfin, l'important, c'est ce qu'on s'est dit avec mes cofondatrices, c'est... on a une ambition commune, super important. On se donne un temps pour que ça marche. Qui est de combien de temps? Dans 2 ans, tu vois, si dans 2 ans, le truc n'a pas décollé, que la courbe n'est pas ce qu'elle est. Voilà. Mais décoller, par exemple, pour toi aujourd'hui, ça voudrait dire quelle métrique? C'est quoi, par exemple? C'est un chiffre d'affaires? C'est une vitesse de croissance? C'est ça, tu te dis, j'ai quelques années pour arriver à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, si jamais on sent que les choses veulent prendre, alors on fait une levée et on va aller à une autre dimension. Mais au moins commencer, tu vois, sur cette première partie. Là, vous avez levé? En fait, on a fait une petite levée Friends and Family. C'est plus un truc qui t'oblige, tu sais, c'est les copains qui t'entourent et tu sens qu'avec eux, pour eux, tu as encore plus envie de réussir. Moi, j'avais envie de ça, donc c'est les copains du boulot, quoi. Hein. C'est une petite levée de 500 000 euros. 500 000 euros. Mais le but, c'est finalement... c'est qu'on pouvait autofinancer en réalité, hein. Mais c'est plus de se dire, tiens, t'es avec moi, tu sais quoi, j'ai pas envie de me couvrir de pipi et de faire un truc qui marche pas, donc j'ai envie de te montrer des bons chiffres. Moi, ça me stimule en fait. Est-ce qu'il y a un côté, en plus du côté aventure humaine et stimulation, il y a un côté stratégique à bien choisir des personnes comme ça qui peuvent contribuer à la réussite du projet? Bien sûr, carrément. Mais tu le sais, hein, il n'y a que ça qui compte. C'est qui, en fait, quand je fais une aventure où je dois faire une construction d'entreprise qui est B2B, B2C dans la formation, j'ai besoin de qui autour de moi? Des vieux sages de la formation, des jeunes gourous du Future of Work, des personnes qui sont hyper calées en finance, d'autres qui sont hyper pros dans le marketing digital pour faire de l'acquise à coût zéro. En fait, tu vois, il y a quelques profils dont tu as besoin et qui viennent pour te stimuler, pour t'aiguillonner et en même temps qui sont des garde-fous. Et comment tu décides la valorisation de ta boîte là comme ça quand ça représente combien en fait ces 500 000 euros en pourcentage de ta boîte à l'époque? En fait, la valo, c'est toi qui décides. Toi, ça a été quoi ton raisonnement?
Mon raisonnement, c'est je suis allée voir des premiers investisseurs et j'ai dit, voilà, la valo, c'est ça. Et est-ce que tu veux investir ? Et je me suis dit, si jamais quelqu'un me dit, ça va pas, t'es folle, ça faisait beaucoup trop ou c'est pas Ça faisait, beaucoup. tu peux le partager, ça faisait combien? Je me rends pas compte. Hein. Vraiment, c'est pour... Je sais pas si je le partage, je sais pas. Ouais, non, c'est une bonne grosse valo quand même. Hein. Mais parce que la valeur... Non, mais en fait, quels sont les assets, quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Moi, qu'est-ce que j'apporte ? J'apporte un énorme... Enfin, moins que toi, mais un bon réseau que j'ai construit pendant presque 30 ans. J'apporte une capacité à construire une entreprise, tu vois, à trouver une proposition de valeur, un modèle économique, à la faire grandir, la capacité à m'entourer des bonnes personnes, T'as fait tes une preuves vision de auparavant. marché. Donc en fait, ça a de la valeur, Ouais, tu sûr. vois. Donc, ouais, c'est plusieurs millions d'euros. Hein. Ok, donc du coup, ça représente... C'est quoi, 10% de ta boîte à peu Ouais. près que tu vas donner ? Et toi, tu te dis pas, putain, 10% c'est quand même énorme si la boîte elle marche. Tu te dis en fait, ça va faire partie de Ouais. du succès de l'aventure. En fait, tout ça, au début, c'est sympa, ces histoires de valo, etc. Mais au fond, ce qui compte quand même au début, et même toujours, c'est les clients que tu rentres et le chiffre d'affaires que tu rentres. Enfin, tu vois, la valo, tu sais, c'est Marc Simoncini Ouais. qui disait, il l'a peut-être dit à ton micro, enfin, combien vaut ce briquet, quoi, hein. Un briquet en plastoc, tu vas l'acheter au bureau de tabac, mais si tu es dans la nuit avec des loups autour, tu es prêt à payer combien pour l'avoir ? En fait, c'est vraiment... Très subjectif. La valeur est subjective. En revanche, ce qui est certain et factuel, c'est qu'est-ce que je coûte tous les mois et combien je suis capable de ramener de chiffre d'affaires tous les mois en récurrent. C'est quoi, où sont mes viviers de croissance, mes poches de croissance et où est-ce que je suis capable de scaler, qu'est-ce qui n'est pas scalable et qu'est-ce qui l'est, tu vois. Et après, on verra. Donc oui, 10% d'une boîte, je sais pas. C'est peut-être parce que c'est ma 4e aussi. Yes. Et du coup, tu sais dès le début que tu veux 2 associés ou tu sais pas encore ? Non, en fait, au début, figure-toi, j'en ai 3. Et c'est 3 femmes. Ok. 2 que je connais hyper bien et une que je connais pas très bien et sur qui je me trompe en fait. Je me trompe parce que c'est pas son histoire, c'est pas la mienne non plus. Celle que tu connais moins. Ouais. Et c'est quoi avec du recul l'apprentissage entre guillemets qui aurait pu faire, que tu aurais pu identifier ça avant de créer l'association ? Eh bien, se dire, alors je sais pas s'il y a des gens cadres en entreprise qui nous écoutent, mais c'est que souvent, je sais pas si tu as observé ça, tu connais, quand les managers dans les grandes entreprises, leur savoir-faire, en tout cas ce dont ils rendent compte sur un CV, c'est pas forcément des choses qu'ils maîtrisent directement. C'est peut-être Oui, ils ont des équipes pour le faire. Ouais. Et à mesure que tu es dans la filière management, tu es un peu moins dans la filière expertise. Et donc, tu peux avoir, je sais faire ça, mais in fine, tu sais peut-être plus le faire ou tu as perdu la main. Ouais, et ça demande d'être un peu un pirate quand même, de sortir une boîte de terre. Bah, c'est ça, et il faut être là, et système D, et tu reviens vraiment au basique du début, et c'est pour ça que j'aime ça. Moi, je suis quelqu'un du faire, tu vois, et ça m'excite, et j'ai du mal à faire d'ailleurs, tu vois, j'ai du mal à déléguer les choses, j'aime bien avoir les mains dedans, quoi. Et donc, je me dis, ok, l'erreur que j'ai faite, c'est de peut-être assimiler... Voilà, peut-être, je ne sais pas comment ça se valide, mais croire que quelqu'un qui est manager depuis des dizaines d'années dans une grande entreprise, en fait, attention les amis, ne perdez pas la main, quoi. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Et ça, en recrutement, tu n'avais pas fait cette erreur-là auparavant, c'est-à-dire en recrutement de... Parce que moi, par exemple, c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait comme erreur, qui est quelque chose de similaire, de voir des personnes avec un gros CV et de me dire, putain, ils vont vraiment changer la trajectoire de mon entreprise. Et arriver dans ma boîte... Du coup, dans leur perspective, tout est chaotique. C'est une start-up, il y a tout à organiser. Ils sont en panique. Ils paniquent. Et leur réponse à beaucoup de problèmes, c'est il faut que je recrute quelqu'un d'autre. Bah voilà. Ou il faut que je fasse appel à une agence. Oui, ou voilà. qu'il faut qu'on... Et je dis, mais en fait, là, on est au max. On a dépensé ce qu'on pouvait pour que je te recrute toi et 2-3 personnes en plus. Mais on peut pas être à 180 pour l'instant. En fait, là, tu parles de 2 choses. Il y a d'un côté la compétence qu'il faut valider. Et ça, peut-être la meilleure façon de le faire, c'est t'appelles les anciens employeurs ou coéquipiers et tu dis, bah, machin, c'est vraiment un top gun dans ce sujet. Oui, non, vas-y, dis-moi, on va gagner du temps. Mais l'autre, c'est le mindset. Et ça, tu connais ça mieux que quiconque. C'est est-ce que cette personne, elle est problem solver ? Est-ce qu'elle va s'adapter à quelque chose de chaotique ? Est-ce qu'elle va être, ok, je sais pas, il y a une incertitude partout autour de moi, mais ma certitude, c'est que j'ai confiance en moi. Et je sais que je vais trouver une solution. Moi, je sais que je suis jamais meilleure que quand c'est la merde. Parce que ça me stimule. J'adore trouver des solutions. Tu viens juste de parler des références calls. Moi, j'y crois énormément. Il y a plein de livres qui disent que c'est un des
un des moyens les plus prédictibles de bien recruter. La personne chez moi qui gère le recrutement, elle le fait, mais le retour qu'elle me faisait récemment, c'est pour l'instant, dans cette phase du recrutement, j'ai pas réussi à craquer la manière de faire un reference call de sorte de vraiment extraire de la valeur. C'est-à-dire que pour l'instant, ça ressemble trop. Les personnes qui vont appeler, ils ont envie d'être gentils, ils ont envie d'être sympas. Et donc, c'est quoi la manière de faire un bon reference call pour que le manager que tu appelles vraiment soit à l'aise de... Ouais, non, tu libères la parole, en fait. Tu fais en sorte que tu as une parole vraie. On va pas perdre de temps. C'est difficile. En fait, ce genre d'échange, tu l'as avec des gens qui te connaissent bien, tu vois, qui te veulent du bien. Et donc, comment tu fais pour arriver à choper quelqu'un dans l'environnement de cette personne que tu veux aller chercher, qui te connaît bien et qui connaît bien cette personne et qui va te parler vrai. Le manager, je sais pas, c'est difficile. C'est vrai que c'est un pari. C'est comme quand tu veux acheter un appart. Il est bien, ça, ouais, il est super, tout va bien. Puis, au bout de 3 mois, tu vois qu'il y a la fuite au plafond. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu essaies de passer par des gens que tu connais déjà, en fait. Ouais, ou je regarde si on a des amis en commun, tu vois, et je dis... mais ça, là, je me suis trompée, donc j'aurais dû faire. Là, je peux simplement te dire ce que j'aurais dû faire. Ouais. Mais aujourd'hui, même pour les stagiaires, tu vois, il y a Paul qui est là. Attention, Paul. Hein. Non, mais c'est pas un Paul, typiquement. C'est le meilleur ami de ma fille qui me l'a recommandé. Okay. Et c'est un gamin que je connais depuis qu'il est né. Ça fait 20 ans que je le connais. J'ai une énorme confiance en lui. C'est un gamin que j'estime beaucoup. Et s'il me dit, j'ai un ami, Catherine, et tu peux compter sur lui, de toute façon, il sait, sinon je lui tords le cou. Tu vois, non, mais donc je suis dans une relation de confiance sur la personne. Après, sur l'expertise, je pars du principe que c'est à moi de la transmettre. Je vais te donner de l'expertise, Paul, tu vas voir. Et donc, tu fonctionnes beaucoup par le réseau que tu as, les gens que tu connais. Moi, je suis sur le cercle de confiance. En fait, je suis vraiment dans ce cercle-là. Et après, par cercle concentrique, tu arrives aux autres. Moi, à chaque fois que je réfléchis à qui on pourrait confier, là, on cherche un bon vendeur, par exemple. On cherche quelqu'un qui sait vendre. Et je me dis, qui est-ce que je peux aller chercher ? Je pense tout de suite aux gens que je connais. Ok. Tu vois, c'est de la recommandation. Ensuite, je pense aux gens qu'on a formés, parce qu'on leur a donné des bonnes clés. Donc, a priori, donc là, on a testé un de nos alumni, et qui va nous aider sur l'acquisition. C'est fort. Hein. Les vendeurs, je ne sais pas si tu connais des bons vendeurs, mais si tu en connais, envoie-les-moi, je t'en supplie. Je les cherche, donc. Tu vois, partageons-les. Peut-être il peut faire moite-moite pour toi et pour moi, mais quelqu'un qui aime vendre, tu vois, qui a la niaque de vendre, qui a la rage de ça, en plus, pour qui c'est un vrai plaisir, tu vois. C'est clair. Qui aime les gens. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Si ce n'est pas un plaisir, la vente, c'est dur. Hein. Ça, c'est un truc qu'on apprend dans nos formations. Tu vois, c'est comment aller chercher du chiffre d'affaires régulier. Parce que quand tu es indépendant, en fait, la difficulté, c'est la régularité des revenus. Et donc, il y a évidemment cette dimension de est-ce que tu as du plaisir à ça ? Bon, en même temps, quand tu te réveilles la nuit et que tu dis purée, j'ai fait 10% de mon chiffre d'affaires ce mois-ci. Bon, là, le plaisir est un petit peu loin quand même. Hein. Mais néanmoins, dans l'échange, là, si j'ai un truc à te vendre, moi, j'aime bien ça, en fait. Ça se sent que tu aimes bien cette partie-là. On va creuser ça. Donc là, vous êtes 12 personnes. Ouais. Moi, je me rends compte, et c'est pour ça que je voulais te poser la question de qu'est-ce qui était différent. L'erreur que j'ai faite en créant ma boîte au tout début, c'est parce que j'ai pas de famille, j'ai pas de gens autour de moi qui sont entrepreneurs. Et j'ai pas évolué parce que j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, donc ce qui n'était pas très branché entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est pas une école de commerce. On n'apprend pas grand-chose en école, hein, globalement, en quand plus, même. Hein. Non, mais en école de commerce non plus. Oui, mais tu vois. au moins, tu as plus de gens autour de toi qui entreprennent déjà. Ouais, mais regarde, moi, ça fait 30 ans que je regarde Roland Garros et j'ai pas progressé au tennis. Hein. Donc, regarder les gens faire, ça n'a jamais été une façon d'apprendre. Hein. Je suis d'accord. Mais en tout cas, donc j'ai pas de compréhension et de cadre dans ma tête de ce à quoi c'est censé ressembler l'entrepreneuriat. Et la manière dont je vais entreprendre à l'époque, c'est je me dis qu'il faut que je devienne excellent partout. Donc je vais apprendre à faire du montage, je vais apprendre à faire des landing pages, je sais coder, donc je vais coder mon propre site, je vais apprendre la compta, je vais apprendre toutes les casquettes de mon entreprise. À la fois, c'est génial parce que je les comprends toutes. Et je me disais, je réfléchissais, bon, j'ai pas du tout envie d'arrêter Paradox, je veux faire ça jusqu'à mon dernier jour. Dis donc, t'as le temps encore, non ? T'as quel âge ? J'ai 34 ans. Ah bah, t'as le temps. J'ai le temps, mais c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Mais je réfléchissais et je me disais, tiens, si je créais une boîte de zéro, j'aurais pas envie de la recréer exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais envie... Qu'est-ce que tu ferais différemment, toi ? J'aurais envie déjà de plus vite recruter des personnes plus spécialistes pour pouvoir avoir au moins une personne, je sais pas, growth hacker, marketeur, une personne plus tech pour faire la maintenance des sites, créer les sites. Peut-être parce que tu as envie d'aller vite ? J'ai envie d'aller vite et
Et je me dis, en fait, et c'est pour ça que je te posais la question, le fait de me dire, toi, quand tu recrées une entreprise comme ça, tu te dis, je vais recruter combien de personnes, qu'est-ce que je vais refaire moi-même? En fait, moi, je sais que je ne sais pas tout faire et je suis bien avec ça. Je sais que ma force, c'est ma force d'attraction. Tu vois, c'est ma capacité d'entraîner les gens derrière moi. C'est ma capacité à rendre ce que je fais visible à moindre coût. C'est ma capacité à attirer les meilleurs, à rédiger, produire du contenu. Ça, je sais faire. Je connais, je sais vendre. Tu vois, donc je sais faire du chiffre d'affaires. Après, j'ai besoin d'aide sur toute la partie finance parce que je ne suis pas très rigoureuse. J'ai besoin sur le marketing, je sais faire, mais il faut faire. Je connais les directions, mais ça prend un temps fou. Donc, il faut des gens qui font bien. Mais ça, je trouve que tu as bien fait d'aller voir dans toutes les directions parce que tu sais en quoi ça consiste. Tu sais le temps que ça prend. Personne ne peut te bullshiter sur ça prend 12 jours alors que tu sais que ça prend une demi-heure. Donc, c'est une bonne chose. Après, avoir les bonnes personnes tout de suite, il faut que tu les aies identifiées avant même d'avoir créé ta boîte. Ouais, les filles et mes amis avec qui j'ai voulu lancer la boîte, en fait, dès le premier jour, quand j'ai eu l'idée, je les ai appelées. Je savais que c'était elles. Je savais que c'était elles. Après, pour la partie acquisition... Donc, elles font quoi? C'est quoi les rôles dans les trois associés? Donc, Charlotte, elle s'occupe... Elle a été prof longtemps. Donc, la partie éducation. Voilà, elle est devenue ensuite indépendante parce qu'elle a fait l'école du Louvre et elle est devenue conférencière en art. Donc elle est vraiment bonne sur l'ingénierie pédagogique, la pédagogie, le suivi des élèves, des apprenants et puis des profs, entre guillemets. Donc ça, c'est toute la partie école. Et Karine, c'est un couteau suisse. Elle est super forte en finance, elle est super forte en marketing. C'est une bonne vendeuse, c'est une directrice des opérations. Ouais, elle a une énergie de fou. Voilà. Donc, tu vois, elle est sur tous ces sujets-là. C'est comme une DG géniale, en fait. Et moi, je suis vraiment sur la vision de la boîte, les grands partenariats, la communication, la production aussi. Parce que toutes nos formations, c'est moi qui les produis avec Charlotte. Et par rapport à ton argent perso, à quel point tu es tentée de... Comment tu trouves la ligne de pas... Moi, je sais que je pourrais facilement avoir le profil à me dire j'y crois et donc je vais prendre... Parce qu'aujourd'hui, je pourrais. Au début, j'avais pas beaucoup d'argent perso à mettre, donc c'était limité. Mais aujourd'hui, si je crée un truc, je pourrais me dire je vais mettre 1 million d'euros de ma propre argent dans le projet. Pour toi, c'est quoi le modèle mental, la manière d'aborder ce truc-là qui ferait dire c'est une bonne idée de le faire, ça l'est pas, il faut... Tu vois... Moi, je raisonne en perte acceptable. Tu vois, je me dis aujourd'hui, je suis prête à mettre combien d'argent et je m'en fous si je le perds. Je suis prête à perdre combien de réputation si ça marche pas. Je suis prête à perdre combien de temps. Tu vois, j'ai 50 ans. Et donc je me dis, ok, si je mets 100 000 euros ou plus dedans, est-ce que c'est grave? Non. Tu vois, donc en fait, je raisonne comme ça. Et en fait, du coup, ce qui est important quand tu as des associés, tu le sais, c'est que tout le monde ait la même perte acceptable. En fait, que toi, tu te dises pas, moi, je suis prête à essayer pendant 5 ans si ça marche pas. Et une autre dit, non, moi, si au bout d'un an, ça marche pas, il faut vraiment que je trouve un boulot parce que je dois vraiment me rémunérer. Donc, en fait, c'est ça la plus grande difficulté pour moi, c'est d'être au diapason de tes associés. Et ça, tu le gères comment? Par la parole, tu le dis au début. Tu vois, donc toi, tu es à l'aise à amener tous les points un petit peu. Parce que c'est souvent ce qui fait que les gens évitent, un peu comme dans un mariage, c'est que ça te demande de poser sur la table de... c'était difficile parce qu'en plus, avec tes amis, tu parles pas d'argent. Et j'étais un peu maladroite au début. Tu vois, j'étais là en train de me tordre les doigts, j'osais pas dire, tiens, je vais te donner tant de parts et tout ça. C'était pas agréable. J'étais pas très courageuse non plus. Tu vois, j'aurais pu en parler plus tôt, par exemple. Ça, c'est un truc qu'il faut en parler tout de suite. Okay. En revanche, une fois que tu as posé les choses et que tout le monde est d'accord, c'est OK, voilà la répartition du capital, c'est bien, c'est juste, tout le monde trouve ça juste et on va pas avoir une petite voix qui te dit tu vois, c'est posé et on revient pas dessus parce que tout ce qu'on fait, on revient pas sur ce qu'on a fait, il y a tellement à faire. Et après, c'est quelle est la visée? C'est quoi le endgame? Est-ce qu'on a la même chose? Est-ce qu'on veut en faire une boîte qui tourne, qui fait 10, 20, 30, 50 millions, voilà, et qui tourne? Ou est-ce que vraiment, on veut se vendre et à qui et à quelle échéance et qu'est-ce qu'on en veut? Ça, c'est des vraies discussions à en voir. Mais moi, j'aimerais bien la vendre. Okay. Tu vois, en fait. Mais t'as un chiffre en tête? Non. T'as une cible en tête? Si, non, quand mais même. T'as bien une cible. Mais en fait, tu sais, après la première année... année... Un chiffre minimum, ou sur lequel tu vendras pas.
Tu vendras Non, pas. mais en fait, c'est du vent, tout ça. Hein, tu le sais comme moi. Enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est ce que tu construis au quotidien. Et en fait, moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est parti avec des produits à vendre, de formation, comme toi, tu vois, de formation pour être entrepreneur solo et pour te bétonner, pour être durablement rentable, des formations aussi plus sur le mindset, sur la confiance, c'est des choses que je maîtrise bien et que j'ai envie de partager. Et après, tu regardes le marché. Et une fois que tu as mis sur le marché, tu vois, il y a des produits qui marchent mieux que d'autres. Tu essaies d'analyser pourquoi ça ne marche pas, ceux qui ne marchent pas. Tu adaptes, enfin, tu vois, tu adaptes le prix, tu adaptes les canaux de distribution. Moi, je suis encore dans cette... Recherche là. Voilà, ça fait 1 an, on est encore en train de fine-tuner le truc avant d'envoyer. Une fois qu'on a dit, attends, ça, c'est le bon modèle, là, on envoie la gouache. Là, pour l'instant, on est encore en train d'apprendre. De rechercher. Ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître de ton passé, de ton histoire, enfance, adolescence, peu importe. C'est quoi des moments marquants que j'ai besoin de connaître pour comprendre la femme que j'ai en face de moi? Oh là là, dis donc, mais je savais pas que ça allait être ça, les questions. Tu as besoin de connaître, je viens d'une famille hyper aimante. Petite famille, je suis fille unique. Ok. Petite famille hyper aimante, hyper soudée. Et c'est mon rempart de confiance. Et quand tu dis aimante, ils aimaient comment? Enfin, c'est quoi la manière d'aimer? Aimer inconditionnellement, par la tendresse, par les gestes, par les mots, par le temps passé. Okay. Mes parents, ils m'ont donné beaucoup de temps, tu vois. Mais exigeant aussi, tu vois. Ils me mettaient la barre assez haut. Et j'étais un petit cheval de course, moi, à l'école. J'aimais bien être la première de la classe, c'était chouette. T'aimais le côté quoi, performer? Ouais. C'est le côté être... c'est plus le côté perfectionniste, je veux faire aucune erreur, ou c'est le côté je veux être numéro 1? Numéro 1. Genre compétitrice, j'adore. Ok. J'aimais bien. Et du coup, donc voilà. Et ça, en fait, mes parents, ils m'ont vraiment donné cette force, tu vois, cette force que j'ai, qui fait que j'ai pas tellement peur, ou alors j'ai peur, mais ça m'empêche pas d'avancer. C'est vraiment un socle. Et tu vois, c'est drôle, je regardais la série sur Beckham. Elle est incroyable. Incroyable. Et Wow. en fait, j'ai compris. Alors, j'ai complètement changé d'avis sur cet homme que je prenais un peu pour juste un footballeur, quoi. Et que le mec, c'est du solide. Hein. Et en fait, tu vois la relation qu'il a avec ses parents, la force de ses parents, l'amour que les parents envoient. Il est dur, mais il est là. Ouais. Il est tout le temps là, quoi. Tu vois. Et son fils, et tu sens en fait qu'il a en fait cette stabilité intérieure qui lui a fait. T'as vu ce qu'il a traversé, mais moi j'en avais aucune idée. C'est fou, c'est incroyable. Ça m'a vachement touchée en fait. Et je me suis dit, moi qui suis maman aujourd'hui, je veille à transmettre cette stabilité-là à ma fille. T'as un genou à terre, tu fais de la merde, mais c'est pas grave, je t'aimerai toujours, je serai toujours là, tu vois, et j'ai confiance en toi. Comment tu concilies ce côté je t'aimerai toujours et j'ai confiance en toi, et ce dont tu parlais juste avant, l'exigence? Comment tu t'y prends en tant que maman? Mais l'exigence, c'est un témoignage d'amour, je trouve. En fait, j'arrive pas à dire à quelqu'un que j'aime moyennement que c'est nul ce qu'il fait. Je ne le dis qu'aux gens que j'aime. C'est un peu un truc de maso, je crois. C'est que plus j'aime quelqu'un et plus je le critique. Tu vois? Mais peut-être parce que c'est ce qu'on a fait avec moi. En fait, si je te dis vraiment, David, ça, paie-moi de te dire, mais c'est pas bien, ça veut vraiment dire que je t'apprécie. Si je te dis c'est génial ce que tu fais et tout ça, c'est qu'en fait, je veux t'encourager parce que j'aime bien transmettre ça, mais au fond, j'ai pas franchi ce cap. Donc plus j'aime les gens, plus je les critique. Moi je comprends, hein, je suis pareil. Hein. Plus je les aime et plus je crois en eux, plus je vais être dur. Bien sûr. Parce que... Après, il faut faire attention parce qu'en tant que maman, ma fille m'a toujours dit, maintenant tu peux me dire un truc qui va bien, ça va. Tu vois. C'était ça un peu la question. C'est un peu ça. Et donc, parce que tu peux vite saper la confiance de l'autre. Ouais. Et en fait, en mettant le doigt sur ce qui va pas. Donc, c'est très à l'américaine et on revient à ce que moi j'ai appris aux États-Unis. J'ai appris beaucoup moins de choses que je pensais. Mais en revanche, là-dessus, sur cette façon d'encourager les gens et de voir le côté toujours positif. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple de fou. Ma fille, quand on est parti aux États-Unis, elle avait 10 ans et maintenant, elle est totalement bilingue. C'est incroyable. Quelle expérience de dingue. Je ne sais pas si elle se rend compte que c'est de la chance d'apprendre une langue tôt. Hein. Ah, mais c'est fou. Hein. Ouais. Tu l'entends parler anglais, tu ne sais pas qu'elle est française. Wow. Et en fait, elle était première de sa classe quand on était en France, tu vois, en anglais. Elle arrive aux États-Unis le premier soir en pleurant. Elle me dit, maman, on a fait un tour de table. Quand ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? J'ai répondu, ma maison en Corse. En fait, tu vois, elle n'avait rien compris, quoi. Et donc, tout le monde s'est un peu moqué d'elle. Et elle est revenue hyper humiliée.
Le lendemain, son prof d'anglais lui a donné une petite radio. Il lui a dit, Inès, il faut que tu écoutes tous les jours, écoute la radio. Écoute-la, ça sera ton meilleur allié. Déjà, un prof qui te fait un cadeau, c'est extraordinaire. Ouais. Et tu vas progresser. Elle était, donc après premier test, elle était dans le groupe des nuls. Ouais. Et en plus, elle aussi, elle est un peu fière. Donc, elle était... Et en fait, tous les jours, elle a écouté la radio, elle a lu des livres. Je suais avec elle. Et assez vite, au premier trimestre, elle est passée dans le groupe d'excellence, en fait. Et ce qui l'a fait progresser, au-delà de sa volonté personnelle, c'est que... quand elle arrivait à la maison et elle disait « Maman, c'est génial, j'ai eu 7 sur 20 ». Je dis « Ah bon, c'est génial ça ?» Et elle dit « Mais oui, mais la dernière fois, j'avais eu 5. » Et le prof m'a dit « Bravo, t'as gagné 2 points, ça veut dire que t'as vraiment mieux compris, continue. » Et la fois d'après, c'était « Maman, j'ai eu 9 sur 20, c'est génial ». En fait, elle avait des bananes, mais elle était très contente. Et elle avait, tu vois, ce socle de confiance. Et ça m'a vachement fait réfléchir, en fait. C'est comment tu célèbres toutes les petites victoires. Alors ça fait penser, parce que je suis très 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 fan d'une nana à Stanford, Carol Dweck, qui a un livre qui s'appelle Mindset. C'est une chercheuse qui parle d'un côté fixed mindset, growth mindset. Et elle montre, et ça me fait vraiment penser à ça, que souvent l'erreur qu'elle prend plein d'études, et elle se dit souvent que l'erreur qu'on fait avec les enfants ou les ados, c'est on valorise les résultats. Donc on va dire bravo, t'as eu 20 sur 20, bravo, t'as obtenu telle coupe, peu importe. Et qu'elle dit qu'en fait c'est piège, parce que quand on valorise les résultats, paradoxalement, on induit chez l'enfant le désir de jouer plus petit. Parce que ça crée une peur de ne pas réussir la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Là où donc tu vises moins haut, parce que tu es sûr de l'atteindre. Exactement, tu veux ton shoot. À l'inverse, quand ils font des études et ils prennent 2 groupes d'enfants, le deuxième groupe d'enfants, au lieu de valoriser les résultats, ils valorisent l'effort. C'est-à-dire ils vont voir le petit garçon, la petite fille, ils disent mon petit chéri, tu sais que tu fais partie des meilleurs de la classe, et tu sais pourquoi, même si c'est pas vrai, hein. Il dit « Ah bon, j'en sais rien ». Parce que tu as persévéré davantage, t'es resté dans le jeu davantage. Et ce qui est fou, c'est que non seulement les enfants à qui on dit qu'ils ont réussi parce qu'ils ont fait des efforts, non seulement réussissent mieux, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que derrière, c'est eux qui se prennent les challenges les plus complexes. Parce qu'en fait, la réussite n'est pas basée sur la victoire, elle est basée sur le fait de se challenger. Et c'est ceux qui, quand on leur demande à tous qui a le plus apprécié l'exercice, c'est ceux qui apprécient le plus. Donc ils réussissent mieux, se confrontent à plus haut et en plus kiffent plus. Là-dessus, tu vois, j'ai vraiment pris une belle leçon aux États-Unis. Ça t'apprend un truc qu'on fait trop en France, c'est que tu ne te compares pas aux autres. En fait, on t'apprend à pas te comparer aux autres. En fait, tu te compares de là où tu es parti, et c'est ce chemin que tu as parcouru qui fait que tu t'en nourris de la fierté et la certitude de ta valeur. Tu vois, et moi, je me dis toujours, ou même nos élèves, tu vois, je dis pareil que ça, ne regarde pas le résultat, mais on part pas tous avec les mêmes cailloux dans le sac à dos, tu vois. Il y a des gens qui partent, je dis ça à ma fille, il y a des gens, ils partent avec plus de santé. Déjà, n'oublie pas que tu as la santé, c'est la première chose, tu vois. Tu as la santé, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ce cadeau qui m'est donné ? Il y en a qui partent avec moins de santé, il y en a qui partent avec moins d'amour et donc moins d'encouragement. Il y a des gens qui partent avec moins de matérialité, et donc si tu as moins de fric et tu peux faire moins d'études. Mais donc ne regarde pas ça, regarde juste où est-ce que toi t'es arrivé par rapport à là d'où tu pars. On gagnerait tellement à pas se comparer aux autres. C'est clair. Il y a quoi d'autre comme moment qu'on marquait un petit peu, qu'on façonné qui t'es devenu ? Par exemple, quand j'étais gamine, mes parents m'envoyaient à l'étranger. Tu vois, des voyages en Allemagne, dans des familles, et j'avais pas envie d'y aller et tout. Mais aujourd'hui, je peux dire, je suis bilingue allemand. C'est trop bizarre, ça sert à rien, parce que tous les Allemands parlent français, enfin anglais. Et ça m'a. C'est ouvert l'esprit. Et puis surtout, ça m'a fait. Je me sens chez moi partout. C'est drôle, tu vois. Je me sens. Tu ressens peut-être ça. Ouais. Et en fait, un endroit est très peu de temps étranger à moi. Parce que le lieu, enfin, je n'ai pas trop le sens de l'orientation, mais tu te débrouilles toujours. Mais c'est surtout, je me sens hyper proche des autres, quelles que soient les barrières, etc. Et il y a mais ça, c'est aussi au-delà du fait qu'il m'ait envoyé à l'étranger, mais je pense que ça joue. C'est aussi cette idée que quand tu rencontres quelqu'un, tout de suite, moi, je vois les choses qui nous relient. Tu vois, je me sens pas, bon, on se connaît pas, mais je sens plein de choses en commun avec toi. Et donc, ce qui fait que je me sens un peu chez moi, là, chez toi. En plus, je suis de la même couleur que les murs, donc autant te dire que je me sens bien. Et en fait, la chose que j'aime bien raconter, c'est je ressens profondément cette humanité qu'on partage.
cette finitude qu'on partage. Et donc, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Chaque personne que tu croises porte un fardeau invisible dont tu n'as même pas idée. Alors, sois sympa. Et tu vois, on ne se connaît pas, je me dis, et David, c'est quoi son fardeau invisible? Et je sais que tu en as un, moi aussi j'en ai. Et ça me rend hyper proche de toi. Donc après, si j'ai un truc à te vendre, ou peu importe, mais au moins, ça c'est posé. Et donc, c'est ça qui fait que je me sens un peu bien partout, tu vois. Il n'y a pas d'hostilité, même quand le milieu est hostile. Non, c'est sûr qu'avoir cette vision du monde, ça aide quand même beaucoup plus à connecter avec l'autre que si tu penses que l'autre est hostile, Oui. que l'autre est fermé, que l'autre... Ou qu'il y a une altérité telle qu'elle qu'on est trop différent. elle rend l'échange impossible, tu vois. C'est très drôle, il y a un concept en psychologie qu'on appelle métaprogramme, c'est la manière que tu as de filtrer le monde. Il y en a plein, mais il y en a un qui est sur est-ce que tu es plus similitude ou est-ce que tu es plus différence? C'est en gros, est-ce que de base, quand on te montre quelque chose, on te montre deux formes, est-ce que tu vois d'abord ce qui est commun ou est-ce que tu vois d'abord ce qui est différent? Et après, il y a un mix, tu as ceux qui sont similitude puis différence et différence puis similitude. Donc en gros, ça fait 4 profils. Et donc c'est intéressant parce qu'effectivement, souvent les profils plus similitude, donc comme tu me décris, car qui voient le point commun chez l'autre, sont des bons vendeurs, connectent facilement parce que naturellement, on partage ça, on connecte avec ça. Mais c'est que ça la vente et tu le sais, tu vois. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai pris des cours de vente par un prof de Harvard. Moi, je me considérais bonne vendeuse, mais je me suis rendu compte que j'avais encore une montagne à gravir. Et qu'est-ce que tu as appris d'un mec comme ça? Eh ben, il me disait, la vente, c'est t'as 15 secondes pour ressembler à la personne à qui tu veux vendre quelque chose. On n'achète jamais qu'à des gens qui nous ressemblent. Donc, moi, j'ai un débit hyper rapide. Si je veux vendre à quelqu'un d'un peu lent, je vais ralentir mon débit pour le rassurer. Je vais aller regarder son LinkedIn ou ce qu'elle poste et je vais noter tous les mots qu'il ou elle emploie. Okay. Et pendant notre échange, je vais les ressortir. Tu vois, c'est vraiment c'est un jeu, en fait. C'est à quel mot je vais regarder son attitude et je vais me tenir pareil qu'elle. En fait, c'est un jeu de miroir, tu vois. Et comment tu fais pour justement, ce que des fois, ce que les gens vont critiquer sur le côté miroir, c'est le côté singe. Tu vois, le côté, ça va faire bizarre, je ressemble trop à l'autre. Comment tu... Mais ça dépend de ton but. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vendre ou tu veux pas vendre? Il y a un moment... Imaginons quelqu'un qui veut vendre, mais qui a peur que l'autre le capte, l'autre le voit. Genre, dès que je fais un mouvement, elle le fait pareil. C'est quoi un petit peu... Non, mais je pense qu'au début, tu vas le faire mal. C'est comme tout, hein. Tu fais bien un truc que tu fais souvent. Mais il me semble que si ton but, c'est de vendre, si moi, mon objectif dans notre échange, c'est qu'à la fin, je t'ai vendu un truc... En fait, je vais vraiment être dans une attention absolue par rapport à qui tu es, comment tu... Puis j'aurais surtout tellement préparé notre échange. Il y a 80% du boulot qui se fait avant l'échange. Et donc, comme je te dis, j'aurais regardé les mots que tu emploies, j'aurais regardé dans tes vidéos ta façon de t'exprimer, donc à quoi tu peux être sensible. Après, il ne s'agit pas de faire un grand écart sans échauffement si c'est trop loin de toi. Mais en tout cas, donner des gages à l'autre que tu lui ressembles parce que c'est ça qui fait que tu vas attirer plus vite sa confiance. Tu as un framework, un modèle dans ta tête d'étapes par lesquelles tu passes pour vendre? En plus, là, des outils que tu viens de donner qui sont top. Est-ce que tu te dis, je dis n'importe quoi, étape 1, création de la relation, étape 2, identifier le besoin? Est-ce que tu as... Alors ça, tu vois, par exemple, ça c'est marrant, c'est dans nos masterclass chez Envie, j'ai demandé à 2 super vendeurs de faire ça. Et je vais te dire un peu ce que j'ai retenu de leur masterclass. Mon vendeur fétiche s'appelle Éric Chemouni. C'est un vendeur. Il a un homonyme qui est dans la musique, c'est pas lui, c'est un autre. Même si le Éric que je connais, il fait de la musique aussi. C'est un gars aujourd'hui, il est vendeur chez Google pour tout le retail EMEA. Et en fait, moi, c'est mon modèle de vente. Et l'autre vendeuse, elle s'appelle Julie Marx. Une jeune nana, c'est une incroyable vendeuse. J'adore apprendre. Tu vois, elle a 30 ans et elle est... Et donc, les deux répondent à la question que tu viens de me poser. Tu vois, est-ce qu'il y a des étapes, etc. Et ce que je retiens des deux, c'est la préparation, hyper importante, tu vois, pour connaître l'autre. C'est la découverte de l'autre, en fait. C'est comprendre le besoin de l'autre. Si j'ai un truc à te vendre, je dois savoir exactement ce dont tu as besoin, pourquoi tu en as besoin, pourquoi tu n'es pas content de ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches, est-ce que c'est plus rapide, moins cher, que des choses que tu sais par cœur. Donc, je pense qu'avoir compris profondément le besoin, tu as fait 80% du travail.
Après, est-ce que en ton âme et conscience, ce que tu vends, ça rentre? Ou alors, il faut un énorme chausse-pied, tu sais, comme les sœurs dans Cendrillon, là, ça rentre pas. Elles font du 43, c'est des chaussures du 35. Mais si jamais ce que toi, tu vends, ça correspond aux besoins, alors ça va être plus facile. Tu mets en avant les bénéfices plutôt que ton produit. Donc, c'est ça, c'est la compréhension du besoin et donc la façon, je ne sais pas, de le formuler. Arriver à formuler le besoin de ton futur client, c'est une énorme clé, je trouve. Possible d'accomplir en peu de temps quand on met en place des éléments sur la productivité. On va regarder les résultats des premiers étudiants du programme productivité qu'on a créé avec Paradox. Je suis vraiment hyper heureux du travail de la team, franchement c'est dingue, on regarde ça. Le vrai truc douloureux qu'il y avait, c'était d'aller se coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir rien fait de sa journée, d'avoir rien accompli. J'ai lu plein de livres, j'ai lu plein d'articles, j'ai fait des formations en entreprise sur la productivité. J'ai souvent plein de bonnes idées, mais qui sont inapplicables dans la vie de tous les jours. J'ai été souvent dans des situations un peu limites d'épuisement professionnel et je sais qu'en fait je veux plus retourner dans ces choses-là, je peux plus faire l'autruche. Je me retrouvais régulièrement à la bourre dans des trucs, je finissais tard le soir la veille de quelque chose. J'avais tendance à être toujours éparpillé, avoir plein d'idées. En réalité, j'avançais pas sur des tâches qui étaient vraiment importantes, qui comptaient vraiment pour moi. Mon souci majeur, c'est que j'ai tellement d'idées que du coup, forcément, l'éparpillement, ça a été mon ami. Et en fait, j'arrivais à faire plein de listes pour chacune de mes activités et après des listes générales qui reprenaient les items généraux de chacune de mes listes. Donc en fait, c'était trop de listes et je faisais pas grand-chose du coup finalement parce que je me sentais débordée. Ce qui a changé, c'est clairement l'utilisation que j'ai du téléphone. De pas me laisser être happé par le téléphone. C'est moi qui décide quand est-ce que j'utilise le téléphone. C'est pas le téléphone qui décide quand est-ce qu'il m'utilise en gros. Ce qui a vraiment changé pour moi, de me lever le matin en fait avec cette forme de clarté. Et t'as l'impression en fait de faire plein de trucs dans tes journées sans vraiment forcer. Et ça c'est vraiment plaisant. Mes proches voient la différence, voient que je suis beaucoup plus sereine et que mes projets avancent, que j'ai plus d'énergie parce que je ne la perds plus dans toutes les directions. C'est être capable de produire beaucoup plus en moins de temps. Si je parle de mon cas, moi clairement je pense que j'ai dû gagner 1 à 2 heures par jour. C'est la qualité de vie que ça a créé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à profiter de mes 3 enfants, j'arrive à faire du sport 4 à 5 fois par semaine. J'ai pu faire en sorte que chaque jour, depuis une semaine, ma to-do list, il donne toutes les choses que je voulais faire dans la journée, c'est fait. Faire le podcast que je voulais faire. D'aller demander à ceux qui m'ont formé d'être associés à mon projet. Je monte sur une scène devant 600 personnes. Enfin réaliser en fait le cours de danse que je reporte. Je sais pertinemment que je vais réaliser mes objectifs, que je suis en bonne voie et qu'il y a rien qui va m'arrêter. Je suis inarrêtable. Et ça, waouh. Est-ce que c'est pas un truc de ouf de voir ça? Et je te rappelle que tu peux t'inscrire gratuitement à la présentation sur la productivité. Tu vas découvrir entre autres le cadran de la productivité et comment accomplir plus sereinement. T'as juste à cliquer sur le bouton ici ou lien dans la description et on va voir ensemble comment faire de cette année ton année. Une question par rapport aux premières phases de la boîte. Tu vois, par exemple, Jonathan Angelov de Aircall, à un moment donné, il me disait leur produit ne marche pas, quoi. C'est bancal, il y a des bugs, ça ne fonctionne pas, mais ils ont besoin de vendre. Ils ont besoin de vendre parce qu'ils ont besoin d'argent et ils ont besoin d'argent pour résoudre les problèmes. Et donc, tu as un peu cette boucle un peu vicieuse qui est que c'est. Et ça m'intéresse de savoir comment toi t'abordes ça. Okay. Tu as besoin de croire en ton produit pour pouvoir dégager de la confiance auprès de ton client et en même temps, ce que tu vois, et tu as le SAV qui te dit ça va pas du tout. Ouais. Et quand tu démarres un projet, comment toi t'abordes le truc? Parce que par exemple, une des peurs des fois pour des personnes pour même lever des fonds, c'est de dire moi j'ai peur de prendre de l'argent à des gens, je sais pas si je vais y arriver, ça se trouve je vais leur entre guillemets piquer alors on va mettre la levée de fonds à part parce que pour moi c'est un autre sujet, mais j'aime bien ta question, c'est ok, tu lances un produit, tu te rends compte que il y a une adéquation ou il y a un truc qui va pas. Comment tu fais, sachant qu'il faut quand même faire rentrer les sous, quoi. Moi, ce que je fais, en fait, et je le vis au quotidien, c'est 2 choses. C'est d'un côté, ce produit, j'identifie vite qu'est-ce qui ne va pas. Tu vois, est-ce que c'est parce qu'il est trop cher? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez simple? Est-ce que, il y a plein de raisons qui font que ça ne marche pas, mais il y en a une majeure. Donc, par exemple, moi, dans les produits que je vends, j'identifie qu'il y en a un qui est trop cher. Okay. Les gens en rêvent, ils adoreraient, mais ils ne peuvent pas. Donc, je fais un produit
moins cher qui y ressemble. Donc, dans un premier temps, je retravaille mon produit pour le rendre plus compatible avec ce que la personne en face peut payer. Donc, c'est pas un dysfonctionnement technique ou autre, hein, mais donc ça, je fixe. Et en parallèle, je tape une autre source de revenus. Je trouve une autre source de revenus. T'as pas le choix. Donc, pendant que je te donne l'exemple d'Envie, je développe des produits en B2C, des offres de formation et de coaching. Si ça ne va pas, je dois fixer le contenu ou le prix, je le fais le plus vite possible. Et en parallèle, je vais voir en B2B qu'est-ce que je peux vendre. C'est là où c'est une chance d'être un bon vendeur ou une bonne vendeuse pour aller trouver du cash à court terme qui va me permettre d'avancer. Et donc de financer. Mais tu proposes quoi en B2B par exemple? En B2B, par exemple, on a eu l'idée de dire, voilà, le Future of Work, c'est un vrai sujet, qui est pour moi la nouvelle frontière de l'équivalent de la transformation numérique d'il y a 25 ans. Ouais. Future of Work, avec toute cette dimension IA, mais aussi toute cette dimension transformation de l'entreprise, les gens pas engagés, comment attirer les talents, guerre des talents, etc. Donc, j'ai créé un club qui s'appelle le Do Tank. C'est pas un think tank, c'est un do tank, c'est un truc de doer. Okay. Do Tank Future of Work. Je suis allée voir une dizaine de grandes entreprises du CAC en disant, j'ai une bonne nouvelle, on va non seulement réfléchir ensemble au futur du travail, mais on va l'expérimenter ensemble. On va expérimenter le onboarding des freelances, on va expérimenter tout un tas de choses qui aujourd'hui, c'est votre nœud, mais c'est celui de plein d'autres boîtes dont vous n'êtes pas concurrent. Et donc ça fait des revenus qui permettent de financer le temps que le produit B2C soit adéquat. Et pour un truc comme ça, tu vas voir direct le CEO? Oui, ou CEO, DRH. Et c'est là que ça sert d'avoir, de ne pas être jeune. C'est bien. D'avoir créé une crédibilité. Ouais, c'est que puis surtout un réseau de gens. Et donc là, quand tu veux, je dis n'importe quoi, si tu veux le CEO de Decathlon, toi aujourd'hui, tu t'y prends comment? Je regarde dans mon LinkedIn et je l'ai en numéro 1, donc je lui envoie un message. Okay. Et puis s'il ne répond pas, alors là, c'est son cauchemar qui commence parce que je vais le relancer jusqu'à ce qu'il me réponde. Ça, c'est vraiment un truc. C'était dans notre dernière newsletter Envie. Le conseil, c'était relancer. Moi, je suis la reine de la relance. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux t'écrire, j'ai un truc à te vendre ou à te demander, jusqu'à ce que tu m'aies répondu en disant « Catherine, lâche-moi la grappe, mais je te réponds, je vais te relancer ». Et comment tu trouves, j'adore ce truc-là, parce que beaucoup de personnes, dont j'en fais partie, il y a ce truc de... J'ai peur de déranger. Ouais, j'ai peur de... Là, c'est bon, il m'a pas répondu, je vais pas relancer, Et peur peut-être de se déranger, de se griller aussi, du coup. Mais en fait, moi, je me dis, si moi, je le fais pas, mais qui va le faire à ma place, tu vois. Et puis surtout, moi, je sais pas comment tu fais. Moi, quand quelqu'un m'envoie un mail, pardonnez-moi si vous m'écoutez, mais je réponds assez rarement au premier message. Parce que souvent, en plus, les gens ils font des bulles qu'ils envoient à 50 000 personnes et toi, tu es dedans. Donc, c'est cher, CHER, Catherine. Donc, tu dis, bon, c'est pas pour moi, donc je regarde pas. En revanche, si la personne revient une deuxième fois, j'aime bien, je regarde, c'est un peu de la veille, je regarde la forme de la relance, tu vois, est-ce que le ton est un peu genre oui, ou est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est fait avec un peu de finesse, un peu d'humour, enfin j'en sais rien, je réponds toujours pas, je suis vicieuse. Hein. Et en fait, à partir de la troisième relance, là ça commence à m'intéresser, parce que je me dis, putain, la personne... Elle a ravalé son ego, elle fait un vrai beau suivi, tu vois, de son deal flow, enfin, elle est vraiment... motivée, tu vois. Et donc là, je dis, bon, ok, on se parle 5 minutes. De quoi il s'agit, tu vois. Mais donc ça, c'est quand elle te répond pas. Et si la personne te dit pas intéressée, t'insistes ou pas? Ah mais non. Okay. Ah mais en général, les gens ne répondent pas. Réponds pas. Donc ça t'arrive pas, non? Réponse. Si, bien sûr. Mais moi, voilà. Et donc, en fait, début, c'est première relance. Tu dis, voilà, je reviens vers vous à la suite de mon précédent message que vous avez certainement pas eu le temps de lire. Je vous demandais, tu vois, tu fais un résumé de ton truc, parce que sinon, si tu dis confère le mail d'en dessous, jamais moi je vais regarder. Donc, je voulais vous parler parce que voilà, j'ai ça. Est-ce que vous avez 5 minutes? Et si une semaine après, je renvoie, je dis, attendez, je me remets au-dessus de la pile, pardonnez mon insistance, mais on ne sait jamais, peut-être que je suis passée à travers. Est-ce que vous avez 5 minutes? Vraiment, je pense que ça peut vous aider. 4e relance, c'est, écoutez, les entrepreneurs ne lâchent jamais l'affaire et vous êtes tombé sur une coriace, tu vois, et en fait, ou alors tu fais une petite allusion, tu as regardé sur son LinkedIn ou dans la presse que la personne... Donc, et tu t'arrêtes à la 5e?
Non, pas du tout. Non, parce que... En fait, tu te crées de réputation, ils se disent, il vaut mieux lui répondre tout de suite. C'est là chez moi. Mais tu vois, en fait, c'est dur parce que, en fait, après, je me dis, bon, là, je sais pas, la personne, elle est décédée ou elle a été enlevée par les extraterrestres. En fait, après, je me fais une liste de toutes les raisons qui font que les gens ne répondent pas. Mais ouais, je pense qu'il faut relancer. Et t'essayes d'autres moyens que le mail? Oui, bien sûr. T'essayes de récupérer le téléphone aussi ou pas? Alors oui, téléphone... T'appelles des gens comme ça parce que, par exemple... Non, je fais des SMS. Petit SMS quand même, tu vois. C'est pardon, je... Mais t'appelles pas? Ça doit m'arriver. Parce que c'est dur de... Ça, il faut être un vrai vendeur terrain pour le faire. Il faut être fort. C'est ça que je recherche, les amis. Moi, si vous êtes comme ça, venez me parler. Moi, j'ai besoin de vous, là. Non, sinon, tu peux passer par le LinkedIn. Effectivement, tu vois, tu dis, voilà, j'essaie de vous joindre par mail, mais ça doit pas être le bon moyen. Voilà, LinkedIn, ou sinon, t'envoies un WhatsApp, t'envoies un SMS. Et ça t'arrive d'aller, j'en sais rien, par exemple, tu vas sur société.com, peu importe, récupérer le siège de l'entreprise et y aller? Ah, j'ai jamais fait ça, tiens. Mais non, j'ai pas encore. Mais enfin, au bout d'un moment, quand même, au bout de la 6e fois, quand même, logiquement, ça commence à transformer. Mais il faut pas se décourager. Et c'est pas parce que les gens se foutent de toi ou parce que tu... en fait, ils ont tellement... les pauvres, des journées affreuses, quoi. Donc, il faut trouver le bon moment, en fait. Et puis, si tu es sûr que c'est bon pour ta boîte, ne lâche jamais. Ne lâche pas. T'as vu la série WeWork, sur WeWork? Tu l'as vu ou pas? Ouais. Le film qui met en scène. Il est surprenant. Comment il s'appelle? Moi, c'est Adam Newman. Ouais. Adam Newman, quand tu le vois, enfin, en tout cas, moi, c'est comme si j'avais deux parties de moi. Il y a une partie de moi qui me dit, putain, il est impressionnant, le mec, c'est une machine à vendre, il peut tout vendre, il embarque des gens avec une vision, etc. Et puis, tu as l'autre partie en fait, il leur a survendu un truc qu'il n'a jamais délivré. C'est-à-dire que du coup, il y a plein de gens qui s'imaginaient qu'ils allaient devenir multimillionnaires en étant salariés de la boîte, sans parler de tous les investisseurs. Et il y a un truc qui me fascine là-dessus, parce que soit tu peux le voir, j'imagine il y en a qui peuvent se dire c'est un pourri, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une part de lui qui était en auto-conviction permanente de ce qu'il vend, il y croit, ça va se passer. Comment tu trouves l'arbitrage, à quel moment tu t'arrêtes, tu vois? Par exemple, tu vois, quand il y a des levées de fonds des fois à 200 millions d'euros pour une boîte où tu te dis non mais franchement là je comprends pas, ça vaut pas 200 millions parce que la personne qui le fait elle a un pouvoir réel de conviction. À quel moment, ou c'est peut-être pas à quel moment, comment tu sais, toi, là je pourrais y aller, je pourrais vendre, mais en fait c'est trop. Je sais pas comment. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que la cupidité humaine est abyssale, qu'il n'y a pas de limite, et que plus t'en as, plus t'en veux. C'est un vrai poison, l'argent. Et ça brouille ton discernement, parfois. Et la meilleure façon de savoir à quel moment, etc., c'est d'avoir un entourage de gens, tu vois, solides, qui t'aiment et qui disent, là, David, tu déconnes. Reviens sur Terre, t'es hors sol. Si t'as personne autour de toi qui est capable de dire, là, t'es hors sol, arrête, quoi, tu vois. C'est dangereux, tu peux aller, parce que forcément, les investisseurs veulent aller plus loin, toi, tu te prends pour ce que t'es pas. Hein, la clé de ça, c'est d'avoir un entourage de gens qui... Tu sais, la définition d'un ami, c'est quelqu'un qui te connaît bien et qui t'aime quand même. Et c'est être entouré de vrais amis, tu vois, avisés, qui disent non, honnêtement... Et toi, quand est-ce que ça t'est arrivé, peu importe la forme, argent ou pas, d'avoir des amis ou des gens proches qui te disent sur ce sujet-là, redescends quand même? Ça t'est arrivé quand? En fait, j'ai pas l'impression d'avoir eu la grosse tête ou des... c'est pas moi, ça, tu vois. Mais c'est peut-être pas forcément la grosse tête, en tout cas. Ou des aspirations folles. Déjà, il y a mon mari qui me ramène à la réalité tout le temps. Ok. Tu vois, qui est... Non, mais c'est chouette, tu vois, qui est sans concession, critique, hyper critique, mais bienveillant, enfin, tu vois, et qui me connaît, et qui dit des paroles dures, mais vraies. Voilà, par exemple, c'est quoi une des choses sur le coup? Non, mais par exemple, dire là, écoute, tu vois, si dans 6 mois, le truc, ce truc-là n'a pas marché, laisse tomber, quoi. Arrête de te raconter des histoires. En fait, ton vrai entourage qui t'évite de te raconter des histoires. On s'en raconte assez vite, quoi. Hein. Donc moi, je suis entourée de gens, aussi bien mes parents, mon mari, mes amis avec qui je fais le boulot, tu vois, qui te disent... Et tu vois, ce qui est fascinant, c'est que je lisais un truc que je trouvais très fascinant, c'est que Steve Jobs, par exemple,
Et c'est un peu le problème de plein d'entrepreneurs qui réussissent. C'est-à-dire que il a une vision, il a une conviction. Plein de gens autour de lui lui disent, un peu comme Elon Musk, lui disent mais t'es un malade, personne fait ça, c'est impossible de d'être la première boîte privée à mettre des fusées, etc. Et donc tu prouves à ton entourage, tu prouves au monde qu'ils avaient tort. Et tu commences à créer la certitude qu'il ne faut pas que tu écoutes l'extérieur. Et donc Steve Jobs, à répétition, va lui dire que ça ne marchera pas, et ça marche. Jusqu'au jour où il rencontre un genre de scientifique qui a créé 2 autres boîtes qui ont cartonné. Le mec, il est brillantissime, et ils font une démonstration du produit. Steve Jobs a un coup de cœur. Il dit en fait, je veux prendre, je sais plus, 40% de la boîte. T'as besoin de combien d'argent? C'est la révolution. Après l'iPhone, c'est le produit qui va changer le plus la planète. Enfin, vraiment, Steve Jobs, il est genre au taquet. Et le produit, c'est Segway. C'est ça, c'est les trucs de transport là. Et donc vraiment, ils sont genre bluffés. Et il n'est pas le seul à être bluffé. C'est-à-dire que le fondateur d'Intel, pareil, il met je sais pas combien d'argent. Et là, pareil, autour de lui, il y a plein de proches qui lui disent mais en fait, t'es un malade. Je veux dire, ok, le produit, il est super, mais en fait, parce que dans la tête de Steve Jobs, ça allait révolutionner l'entièreté de la manière de se déplacer. C'est-à-dire que les gens n'allaient plus se déplacer en voiture. Et ils allaient se déplacer. C'est ça, j'allais te poser la question, c'est qu'est-ce qui le fait rêver? C'est le fait qu'il va se faire un max de pognon avec ça? Non, ou est-ce non. que c'est parce qu'il y a une finalité Non, il utile? croyait. En fait, de ce que j'ai compris, j'étais pas là, hein. Je rêvais être là. Mais de ce que j'ai compris, c'était que il avait envie de révolutionner la manière que les gens pouvaient avoir de créer via Apple. Et là, il se disait, je vais pouvoir révolutionner le transport. Sauf que il connaissait beaucoup de choses sur la tech et beaucoup de choses sur le design et beaucoup de choses sur la création, mais très peu sur le transport. Et là, typiquement, son environnement lui a dit mais en fait, c'est quand même pas pratique avec les trottoirs, les gens, le danger. Ça sera un bonus. En plus, ça coûte cher. C'est pas. D'accord, donc tout un argumentaire qui tient la route pour dire n'y va pas. Et Steve Jobs, en fait, vu qu'il s'est habitué à prouver aux autres qu'il avait tort, il s'est dit et alors la fin de l'histoire, c'est quoi? Il a perdu plein d'argent. Et le mec d'Intel aussi. Mais tu sais que et quand je dis ça, je dis pas dans le sens qu'ils sont bêtes. Hein. Pour moi, c'est des gens que j'admire. Hein. Je sais pas, et c'est à ça que servent les boards aussi, tu vois, dans les entreprises, ou de t'entourer de gens plus expérimentés que toi. Encore une fois, et qui t'aiment aussi, tu vois, il n'y a pas qu'une relation de boulot, c'est avoir ce ping-pong intellectuel et ce recul nécessaire sur les choses pour garder son discernement. Tu vois, c'est jamais... Moi, j'aime bien, ça aussi, c'est un truc américain, c'est quoi ton endgame, tu vois, c'est quoi de jamais perdre de vue cette finalité, parce que c'est aussi ce qui va nourrir ta motivation, c'est ce qui fait que tu visualises ton podium, tu sais que c'est là que tu veux aller, et ce truc-là, c'est aligné avec tes valeurs, ta tête, ton cœur, tes tripes, donc dès lors que tu es dans cet alignement, bah, voilà, tu vas commencer à avancer, et puis tu as des gens autour de toi qui te le rappellent. Moi, je crois qu'on a besoin de cet entourage de bon sens, quoi. C'est quoi, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, le rôle d'un board member? C'est quelqu'un qui te donne du recul sur ton business et qui t'aide à faire les bons choix. Donc, qui te questionne. C'est ni un conseiller, c'est ni un opérationnel de la boîte. C'est pas un consultant. C'est pas un consultant, c'est pas un directeur opérationnel. C'est une sorte de guide. C'est quelqu'un qui questionne ton boulot avec un peu de recul, avec un peu d'expérience, et qui t'aide à prendre les bonnes décisions. Tu vois, qui te fait te poser des questions que tu t'étais peut-être pas posées, qui t'apporte un éclairage auquel tu n'avais pas pensé, qui te présente des gens que tu n'aurais jamais pu toucher sinon. Donc, c'est un accélérateur. Toi, tu as été au board de Renault, hein, c'est ça? Tu l'es toujours? Je suis toujours au board de Renault. Donc, ça veut dire que c'est tous les trimestres? Ça veut dire que c'est tous les combien de temps? Oui, et puis après, tu as des comités. T'as pas que des boards, tu as aussi des comités. Moi, je suis dans le comité stratégie et RSE. Okay. Donc, c'était vraiment au plus près de la stratégie de l'entreprise. C'est passionnant. Hein. Et donc, quand on dit board de Renault, c'est combien de personnes? Il y a 16 personnes. C'est 16 personnes. Donc, tu as des administrateurs indépendants. Tu as des administrateurs qui sont dans le personnel. Donc, c'est les représentants du personnel, donc les syndicats. Okay. Tu as des représentants de l'État. Puisqu'il y a, voilà, et puis tu as des représentants nommés par Nissan, puisque ça fait partie de l'Alliance. Toi, la première fois que tu participes au board de Renault, t'es stressé ou pas?
déjà, je me dis, ils vont se réveiller, ils vont dire, mais non, c'était pas vous qu'on voulait, en fait, c'était Catherine Barca. Non, mais donc je sais pas, donc je suis étonnée. Je suis assez... je crois que je me rends pas bien compte. Je suis surtout surprise parce que je vis pour la première fois le sexisme, en fait, que j'avais jamais connu avant. Waouh. Ouais, Comment ça? Qu'il y a un gars a fait une réflexion... Au board, ouais, qui n'y est plus, qui est assez connu et qui a dit maintenant que les femmes sont là, on va pouvoir aller chercher les talents. Et je me suis dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis là pour quoi en fait? Que je suis en représentation? Enfin, c'était pas drôle et c'était pas sympa. Non, il y en avait d'autres. Il y avait justement des femmes arrivaient. Et je me suis dit, ça m'a tellement piqué au vif. Tu réagis, toi? T'es quel genre de profil? Non, je suis... Ça t'a fait bugger? En fait, non, je l'ai pris comme un coup sur la tête. Et après, c'est peut-être comme toi. Hein, et à chaque fois que je me fais assommer comme ça, ou que j'ai un refus ou un truc un coup dans le ventre, ça m'amène à élaborer très vite un plan d'action. En fait, ça me fait réagir très vite. Donc là, je me suis dit, OK, je vais déjà passer 1 heure par jour à tout lire, voir, rencontrer sur l'automobile, parce que j'ai besoin de devenir hyper bonne, que personne ne puisse douter de ma connaissance du sujet. Je vais tisser des liens interpersonnels avec toutes les personnes du board pour comprendre, d'abord pour qu'ils me connaissent, pour que moi je les connaisse, tu vois. Parce que là, pour comprendre, le moteur, c'est dans le sens, pas paraître pour une impostrice, comment on dit, un imposteur, je sais pas comment. C'est que masculin, pardon, ça n'existe pas au féminin. Voilà, donc c'est la peur de paraître pour un imposteur, c'est la peur d'être exclu du... Non, c'est d'être là, tu vois, en représentation, quoi. Moi, j'ai autre chose à faire, en fait, hein. Si c'est simplement une chambre d'enregistrement et parce qu'il faut de la diversité, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, c'est de me dire, est-ce que j'ai vraiment un rôle à jouer? J'ai envie, mais modestement, hein, faut pas non plus se leurrer sur une boîte de cet acabit. Mais je me dis, OK. Et en fait, ça m'a donné la rage de connaître, d'apprendre. Donc ça, c'est chouette. Et puis, ça m'a donné l'envie d'aller rencontrer les gens. Et quand tu connais les gens un par un, en fait, tu sors vite du costume de la fonction et tu rencontres des vrais humains, quoi. T'es allé lui parler, t'es allé lui dire après en privé que ça t'avait dérangé, tu lui as dit? Mais non, parce que je l'aimais pas assez. Tu sais, je t'ai dit, je critique que les gens que j'aime. Donc c'était encore trop tôt pour pouvoir... on n'a pas tissé un lien, mais peut-être que si on avait pu tisser un lien plus long, j'aurais dit, tu sais, ce jour-là, ce que tu m'as dit, c'était vraiment naze. Mais en même temps, je te dis merci, tu vois. Et donc c'était... et ça m'a vraiment amené à... Donc c'était la première fois, tu vois, que je vivais ça. Mais c'était pas mal. Après, tout est relatif, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave, mais c'était intéressant. Ouais, là, je comprends. Et sinon, dans les autres boards, j'étais au board de Litchi, canon, super aventure. Je suis au board de... Du coup, pour arriver à me projeter, parce que j'ai jamais été au board de boîte comme ça, ça va durer combien de temps, un board? Une réunion? Ouais. Trop longtemps. Non, mais parce que ça peut durer 5-6 heures. 5-6 heures, donc OK. Sur 5-6 heures, c'est donc revue des chiffres du trimestre. Ça dépend, chaque board dans l'année a une fonction. Il y a des boards qui sont là pour faire du business review, il y en a qui sont pour prévoir l'année à venir, il y en a qui sont sur la stratégie. En fait, il y a toujours une dominante, tu vois. Mais donc, tu arrives, tu as préparé des choses ou Bien sûr. En fait, tu as tous les docs à l'avance, mais tu as un board pack et tu regardes les documents, tu peux les annoter. C'est important, ouais. Tu passes, pour 1 heure de réunion, tu passes 1 heure de préparation. Ouais. Et toi, dans cette réunion, tu vas avoir combien de temps de parole? En fait, tu parles que quand tu as un truc à dire, déjà, c'est bien. Hein. Et les gens viennent, présentent une stratégie ou présentent une réalisation. Et après, il y a un tour de table. Donc, soit tu poses des questions, soit tu encourages. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'apporter un regard. Moi, j'essaie d'apporter un regard sur tout ce qui est... J'ai pas un avis sur tout. Moi, c'est plutôt sur tout ce qui est digital, tout ce qui est lié aux startups et aux investissements, tout ce qui est autour de la diversité et maintenant tout ce qui est future of work, travail avec les freelances. Donc à chaque fois qu'il y a un de ces sujets-là qui est abordé, je me dis « Ah, c'est à moi !» Et en fait, j'essaye de partager ce que dans mon quotidien je vis et qui peut peut-être... Mais ça veut dire que du coup, pour arriver entre guillemets un peu à compartimenter ta tête, parce que là au quotidien tu es sur ta boîte, à partir de combien de jours avant le board, tu vas commencer à avoir ton cerveau qui est en mode, parce que
c'est pas forcément évident de répondre à la question de comment aider Renault à bien se digitaliser. Non, mais tous les jours, en fait, je reçois une revue de presse et donc je prends du temps tous les jours pour lire des choses sur l'automobile. Tu vois, c'est pas juste 3 jours avant où tu te remets ton costume de mobilité, c'est tout le temps en fait. Tu vois, tu nourris ton savoir. Enfin, tu sais comment ça se nourrit dans le temps le savoir. Sinon, il est obsolète. Et toi, après entre guillemets plusieurs années à le faire, qu'est-ce qui fait que tu continues? Mais j'apprends tellement. T'imagines la chance que j'ai d'avoir d'un côté un pied dans les toutes petites entreprises, des gens qui sont les plus petites entreprises, des solopreneurs que je forme et je veux en faire des gens hyper rentables et je leur donne toute ma niaque et tout mon savoir. Et de l'autre, je suis dans une immense entreprise, toi qui a des vrais enjeux mais qui est parfois... j'ai l'impression d'être connectrice entre ces deux mondes. Et d'avoir ce double prisme, c'est rare, c'est une chance en fait. Donc, et puis voir une entreprise comme Renault qui est dans cette transformation profonde, tu vois, qui passe des voitures thermiques à électriques, des voitures à tous les autres moyens de mobilité, d'une boîte qui était d'une certaine manière, enfin cette restructuration-là, waouh, c'est mieux qu'un MBA à Harvard, hein, tu vois. Et donc c'est vraiment. Et puis maintenant, je sais, je vois comment je peux contribuer à créer de la valeur dans l'entreprise. Et quand on est au bord d'une boîte du CAC 40, on te paye à l'heure, on te paye avec des parts, on te paye comment? Tu as des jetons de présence. Ok. Et donc, c'est à faut être là. Ouais. Et puis, c'est à chaque réunion à laquelle tu vas, tu as une somme et au total, ça te fait Mais tu n'as pas de part de la boîte, on revenu. ne donne pas de part de la boîte. Non, en revanche, tu es tenu d'en acheter. T'es obligé d'en acheter. Mais de quel ordre? Je sais pas, 15 000 euros. Ah ça va. T'imagines, non, il faut investir 1 million. Ah bah dis donc, ça coûte. Merde. Mais ça aurait pu être possible. C'est tellement des milliards que ça aurait pu... Non, mais il y a un minimum, tu vois. C'est juste c'est une façon de t'engager. Tu vois, d'être avec la peut-être boîte. Symbolique. Mais non, c'est passionnant. Et tous les sujets autour de la RSE... La directrice de la RSE, c'est une femme extraordinaire. Enfin, tu vois, tu rencontres des gens, ils sont très, très bons dans cette boîte. Ils sont super bons. Et le patron, j'ai un énorme respect pour eux. Hein. C'est tellement dur, c'est tellement dur. Et toi, tu considères, là, avoir à partir de quel moment pour ta boîte, tu considères avoir justement des board members un petit peu extérieurs, entre guillemets, des équivalents de toi, mais pour ta propre boîte? C'est une question que je me pose aujourd'hui. Je me dis, en fait, c'est à quel moment ça devient stratégique? Assez vite, en fait, assez tôt. Tu vois. Donc là, par exemple, nous, on fait 10 millions. Pour toi, c'est déjà largement. Ouais, ah bah t'es en retard, là, ça y est, faut y aller, hein, David. Un go, go, go. Hein. Ok. Et comment je l'ai choisi? En fait, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Par exemple, sur quoi tu sens... Donc, tu as besoin de quelqu'un qui a déjà réussi à passer à l'international. Voilà. Ok. Et plutôt aux États-Unis, donc, si j'ai compris. Plutôt aux US, ouais. D'accord. Donc, quelqu'un qui a eu cette expérience dans l'univers, quoi, des... idéalement, EdTech et éducation. Ça, c'est l'idéal. Ok. D'accord. Donc, ça, c'est de l'expertise. Après, tu as besoin de quoi d'autre? En soi, pour la partie média, tout ça, c'est sûr qu'avoir accès à, justement, si on pense à des interviews, avoir accès à des personnes comme Elon Musk, on a fait Richard Branson, c'est déjà bien, mais pouvoir... Mais toi, t'es impressionnant, hein. Je sais pas, t'es magique. Non, mais c'est chouette, bravo. Hein. Bah, pour le coup, c'est du culot. Hein. C'est du culot et... Toi aussi, tu relances. Alors, moi, je suis pas du genre à relancer en temps normal, mais là, j'ai relancé, mais parce que j'étais sur son île. Donc, je l'allais le voir tous les jours. C'est bon, ça. Parce que... Mais ça, c'est un truc dont je parle souvent. Je dis, en fait, dites au monde vos rêves, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Et donc, vu que je faisais dire à tout le monde que je voulais rencontrer Richard Branson, au bout d'un moment, j'ai un pote qui m'a appelé et qui m'a dit, j'ai accès à un événement privé sur son île. Je sais pas s'il sera là. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et donc, et est-ce que la rencontre est allée à la hauteur de tes attentes? En vrai, dis-moi en vrai. Ben, en fait, elle est très complexe ta question, parce que j'avais pas d'attente. En fait, pour moi... Est-ce que tu as vraiment savouré le moment ou alors tu étais tellement pétrifié parce que tu étais devant lui que, en fait, tu t'es dit merde, tu as refait le film après le match et tu te dis j'aurais dû lui demander ça, faire ça. Alors, le moment le plus ouf, en fait, il est pas quand c'est filmé. Il est avant, quand on a une conversation. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote quand même qui est complètement incroyable, c'est-à-dire que, j'ai un pote qui me fait venir sur l'île à force d'en parler à tout le monde. 2, j'arrive sur l'île de Richard Branson. Je m'installe, je sais plus à quelle heure c'était, mais je crois qu'on prend Elle est où son île? C'est Virgin Island, donc c'est à côté de Punta Cana.
En plus, c'était juste en plein Covid, donc j'ai dû me faire 4 tests PCR pour faire je sais pas combien d'avions pour arriver, parce que c'est pas pratique d'y aller. Dis donc, t'étais motivé en même temps. J'étais vraiment motivé. Et je suis allé, j'ai même pris quelqu'un de l'équipe en lui disant viens avec moi, je te book un Airbnb sur l'île d'à côté, on sait jamais, si j'arrive à avoir une interview, je te fais venir. Bref, donc j'étais très motivé, donc je suis sur l'île, c'est l'heure du repas, et là, j'ai quelqu'un qui me parle français. Et c'était bizarre, parce que c'est que des Américains hein, ou des Anglais. Et je lui dis tiens, qui t'es, pourquoi t'es là, etc. Et il me dit, enfin non, en fait il m'appelle, il me dit David. J'ai plus une phrase en français, donc je comprends qu'il connaît mon nom et qu'il me parle en français. Donc je me retourne, je lui parle, on discute et en fait c'est le chef privé de Richard Branson. Et il m'explique, il me dit David, j'ai vraiment énormément de gratitude parce que grâce à tes vidéos, tout ça, ça a changé ma vie. Je réalise mon rêve là sur l'île de Richard Branson. Mais dis donc. C'est un truc de malade, hein. Et donc moi je suis là en mode les probabilités que j'ai impacté la vie de quelqu'un qui se retrouve être le chef de Richard Branson et qui a de la gratitude quand j'arrive sur l'île, elles sont quand même infimes. Génial, les planètes alignées quoi. Planètes alignées, et donc le lendemain je me balade sur l'île, là il y a Richard Branson qui passe, il y a le chef qui sort, le chef voit Richard Branson et il fait hey Richard, c'est David dont je t'ai parlé avec un accent coupé au couteau, est-ce que tu veux lui parler? Et donc pour moi le moment qui est spécial c'est celui-là. La chance, en fait, tu évoques un sujet important, c'est que la chance, ça compte vraiment beaucoup dans les trajectoires de chacun. C'est clair, et la provoquer un petit peu, parce que si je fais pas 2000 vidéos... Et 4 tests Covid. Et 4 tests Covid, et parler à tout le monde de ça, mais donc, voilà, bref, je te disais, au board member, en tant que board, ça peut être des gens qui ont accès à des personnalités, à des entrepreneurs pour développer la partie plus média de Ça, tu vois, quand je t'entends, je me dis, t'as pas besoin. Parce que franchement, si tu veux accéder à des personnalités, Elon Musk, j'y arrive pas pour l'instant. J'y arrive pas pour l'instant. Okay. Je connais quelqu'un qui le connaît. Ah, c'est beau. Non, mais peut-être que... Bah ça serait incroyable. Je vais te faire une connexion. Franchement, je serais extrêmement reconnaissant, ça serait ouf. Je te dédicace l'épisode. Ah bah c'est pour ça que je le fais. Hein. Tu seras sponsor de l'épisode. Gratuit, j'entends. Le podcast est sponsorisé par toi. Dis donc, quelle aubaine. Ah mais ça peut faire un paquet de leads entrants. Hein. Ah bah vas-y, envoie les leads entrants s'il te plaît. Un épisode Elon Musk, je pense qu'il y a un paquet de freelances qui peuvent regarder ça et c'est un bon deal. Ouais, et en même temps, est-ce que c'est un modèle? La question se pose. Alors, c'est pas un modèle pour toi? Non. En quoi c'est pas un modèle? Je sais pas, moi j'aime bien les choses à la mesure humaine, tu vois. En fait, ce que je vois, c'est... en fait, et puis surtout, il y a un Elon Musk pour... Tu vois, est-ce que ça va mettre... Si ça met des gens en mouvement vers, tu vois, te donner plus la niaque, te donner envie de faire des efforts, te sortir de toi, c'est super. Si ça te fait rêver comme, oh là là, je voudrais être multimilliardaire, et tu vois, il faut que c'est un... Si ça te met en mouvement, c'est chouette. Si ça fait de toi quelqu'un qui... Moi, ce que j'aime chez lui, c'est le côté... il y a plusieurs choses. C'est le côté, déjà, ne pas se mettre de limites au rêve que tu as. C'est un truc que d'ailleurs m'a dit Richard Branson qui a résonné. Le fait de dream big. La deuxième, c'est l'obsession produit. C'est-à-dire que c'est pas juste on fait un produit, on le market bien. C'est on essaie de créer des produits qui soient exceptionnels, comme Apple par exemple. Donc ça, je trouve... moi, je respecte... Mais en vue de quoi tu crois qu'il fait ça? C'est par amour de l'humanité? C'est quoi son driver, en fait, à Elon Musk, à ton avis? C'est quoi? Je pense qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que tu lui demandes, d'ailleurs, quand tu le verras, parce que tu vas le rencontrer, c'est sûr. C'est sûr. Bah, je pense qu'il y en a plusieurs. C'est difficile de parler à sa place, mais je pense qu'il y a un mix de... il est passionné par la technologie. Il y a un mix de... Il est passionné par le fait de... L'espace, ça a toujours été un sujet qui le passionne. Il est très inspiré par le côté, enfin il a un côté très, pas compétitif, mais il aime créer des trucs un peu exceptionnels, donc je pense que c'est un combo de deux choses, mais je pense vraiment pas que ce soit l'argent le moteur. En tout cas, je pense pas que ce soit le numéro 1. Moi, tu lui demanderas. Je lui demanderai, mais je sais pas s'il me dira la vérité, mais je lui demanderai. Dans ton parcours, c'est quoi un des plus gros challenges entrepreneuriat que tu as vécu? Et je te pose la question parce que c'est souvent une des questions les plus adorées, parce que justement quand on voit un parcours comme le tien,
dirigeante à e-France, c'était drôle parce que je l'ai découvert en préparant l'interview et ça, vu que j'ai fait l'interview avec Marc Simoncini, je me suis dit c'était la boîte de Marc Simoncini, c'était drôle d'avoir la connexion, ce qui lui raconte toute l'histoire d'e-France. Donc directrice d'e-France à 26 ans je crois, board member Renault, t'as créé plusieurs boîtes qui ont cartonné, qui veut être mon associé, donc il y a plein de gens qui peuvent se dire putain elle est en haut, sa vie tout est facile. Pour en arriver à ce parcours-là, c'est quoi un moment, et prendre le temps de nous le raconter, qui pour toi, à l'époque, a été vraiment dur? Le moment le moins bon souvenir de mon histoire de boulot, c'était la vente de ma deuxième boîte à VP. Quand tu entreprends, tu rêves de vendre ta boîte, tu vois, enfin, surtout si tu fais une start-up, tu veux faire un multiple, tu veux gagner des sous, et c'est vraiment ton but. Et j'ai vendu j'avais créé une agence pour optimiser des sites e-commerce. Après, ça faisait des sites. Enfin bref. Et donc, c'est cette société que j'ai vendue à VP, qui s'appelait Vente Privée à l'époque. Et je me suis associée avec les fondateurs. Et c'était pas une bonne idée, en fait. Donc, j'ai gagné des sous. Ça, c'est bien. Pourquoi c'était pas une bonne idée? Parce que je l'ai fait pour les mauvaises raisons. J'ai vendu. Je me suis rendu compte que j'ai vendu parce que j'avais peur. Que ça prenne pas plus. J'avais peur d'être seule, c'était la crise en France, il y avait 40 salariés, c'est moi qui générais le chiffre d'affaires, j'avais peur de ne pas continuer, je me disais si ma boîte fait partie d'un plus gros tout, alors ça sera plus facile d'aller chercher des clients, ça sera, tu vois, c'est rassurant en fait, alors que quand tu es un bon vendeur et qu'en fait, même si tu es nobody et tu es petit, mais tu as la niaque, tu y vas et tu crois en ton produit, bah, ça marche quand même. Ça va marcher si tu as une bonne offre. Ouais. Donc, j'avais peur. Et puis, c'est l'ego. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Des gens aussi successful parce que dans VP, le à ce moment-là, ils sont déjà dans gros le top au top 5 des sites e-commerce français. Ouais, donc c'est des légendes déjà. Déjà des légendes, tu vois. Et en fait, je me disais, c'est génial. Ils jettent un œil sur moi. Je dois être quelqu'un de super, n'importe quoi. Tu vois, et l'ego, ça te conseille très, très mal, quoi. Tu vois. Et donc, en fait, et ça s'est pas bien passé parce que j'avais plus d'idées, j'avais pas envie, je me sentais mal, j'étais pas à ma place, quoi. Parce que là, tu vendais une partie de la boîte, mais tu restais dedans. Ouais, je restais dedans parce que tu as toujours des burn-out quand tu pars. De combien de temps? De 2 ans. Ok. Et c'était dur et j'étais malheureuse, tu vois, parce qu'en fait, je me disais, en fait, je sais pas, c'est pas mon histoire, quoi. C'est pas mon histoire. Il y a une réunion, là, il y a quelqu'un qui parle, qui est sur scène, mais c'est pas moi. Mais pourquoi? C'est pas moi la patronne de cette boîte. Je me reconnaissais pas. Et donc, ils étaient hyper déçus parce que je crachais plus une idée, j'avais plus envie de rien. Waouh, et tu vivais comment au quotidien? Mais j'avais envie de pleurer tout le temps. Et en fait, je me rendais pas compte. Et ma fille, à l'époque, elle me tapotait la main le matin, elle disait « Maman, ça va aller ?» Je dis « Ben quoi, ça va aller ?» Oui. Ma mère m'appelait « Ah, ma chérie, ça va aller » Je dis « Mais qu'est-ce qui vous avez tous à me dire que ça va aller ?» Donc, j'étais vraiment down, quoi. Ils voyaient que tu étais triste, que tu étais plus si rayonnante, quoi. Ah, mais j'avais perdu le mojo, quoi. C'est drôle. Mais tu t'en rendais compte ou pas alors du coup? Non, je me rendais pas vraiment compte. Je voyais juste que j'avais pas d'idée et je voyais juste que j'arrivais plus à faire rentrer le chiffre d'affaires. J'arrivais pas, tu vois. Parce que elle fait combien la boîte de chiffre d'affaires à l'époque? En fait, après, on est arrivé dans un grand tout, oui, quoi. Mais juste avant, ça faisait 5 millions d'euros, tu vois. C'était une petite boîte. Et j'avais plus rien. On vendait du conseil, on vendait des stratégies médias, on vendait des petits sites e-commerce, tu vois, mais... Et cette question d'ego, elle me fascine parce que tu as plein de gens brillants avec des parcours incroyables qui se font piéger sur ça et qui disent après coup, bah mince, c'était l'ego qui m'a fait prendre la décision. Je raconte très souvent, ce que je l'adore, c'est l'histoire de Michael Eisner qui était le dirigeant de Disney, qui a créé par ego beaucoup Disneyland Paris. Alors nous on est contents, mais ça s'avérait être un gouffre financier pour Disney, et une grosse erreur, alors que le mec il est vraiment très très brillant. Comment, avec du recul, imaginons qu'il y a un univers parallèle et il y a une autre version de toi comme ça qui est pile dans cette phase avant de vendre, que tu ne peux pas lui dire que c'est une mauvaise idée, mais que tu peux juste lui apprendre à savoir que c'est son ego. C'est quoi les indices, les indicateurs en elle ou qui lui feraient sentir non, ça mais pue. En fait, c'est écoute la petite voix en toi, parce que ta petite voix, elle est là, elle te parle en fait. Elle parlait. Elle me parlait, bien sûr, mais je l'écoutais pas, tu vois. Mais pourquoi tu l'écoutais pas? Mais parce que je trouvais que c'était un signe de réussite. Donc il y avait deux voix, il y a une petite voix qui te disait
fais gaffe. C'est pas ton histoire, c'est pas le moment. Tu vois bien qu'ils sont à un tel niveau, ces gens-là, tu vas t'associer à eux, il y a un trop gros gap. Enfin, et tu l'autre, les connais pas assez. Et l'autre s'est dit, mais c'est incroyable. Et puis surtout, tu vas voir, t'as quand même pas mal de gens dans la boîte, tu vas les sécuriser, tu vas avoir plein de nouveaux canaux pour acquérir des nouveaux clients, parce qu'ils avaient plein de marques qui travaillent avec eux, c'est toujours le cas, tu vois. Et en fait, j'aurais dû me dire, ok, bon, c'est pas grave, on peut peut-être faire des partenariats, ou peut-être se connaître mieux avant de faire un deal, tu vois. Tu peux déjà faire des partenariats stratégiques, c'est important, c'est comme un mariage, quoi. Mais est-ce que tu dirais que au-delà de la petite voix qui, elle, tu l'as pas écoutée, est-ce que tu dirais que l'autre voix, celle qui dit putain, tu te rends compte, ils mettent de l'attention sur moi, en plus c'est un super groupe, c'est des entrepreneurs connus, etc. Est-ce qu'avec du recul, cette voix-là, celle qui dit bravo, elle a un ton, elle a une énergie qui, elle aussi, avec du recul, peut être une forme d'alerte de ça, c'est la voix quand je suis un peu trop. Non, pas du tout. Tu te racontes des histoires. Et puis en même temps, tu vois, rétrospectivement, c'était il y a presque 10 ans, je me dis, j'ai bien fait de le faire au final. Oui, c'est un Parce que c'est ce qui m'a permis aussi j'étais tellement down que du coup, mon mari a dit, viens, on part 2 mois aux États-Unis, on va se faire un bon petit break. Ah oui, donc c'est juste après que tu pars. Voilà, et c'est là que je réalise que j'ai envie d'habiter ici, tiens, et après on revient, et après je repars. C'est ce qui me fait aussi découvrir plein de choses sur le digital en magasin aux États-Unis à cette époque, qui était bien plus avancé qu'en France. Donc j'écris un bouquin. C'est pour ça que je t'ai parlé d'univers parallèle. Donc en fait, c'est toujours un mal pour un bien, mais ça tu le sais qu'après. Mais ce que je veux dire, c'est pas tant de remettre en question le passé, parce que comme tu dis, il y a eu avantages et inconvénients, il y a une perfection là-dedans. C'est plus toi aujourd'hui, là maintenant dans le présent, à quoi t'es sensible pour te dire ça sonne un peu égo. Moi, c'est la petite voix. La petite voix, en fait, elle est là, elle me le dit. C'est moi qui décide de l'écouter ou pas, en fait. Donc, elle est cette petite voix, elle est plutôt comment? Elle est plutôt calme? Oui, elle dit, arrête, tu te racontes des histoires. Elle se moque de moi, en fait. Et tu l'as pas, du coup, quand... elle est différente de la voix de putain, j'ai peur de rater, j'ai peur de pas réussir. Ça, je l'ai pas. Elle me parle jamais, celle-là. C'est-à-dire, il n'y a pas jamais une voix qui me dit j'ai peur de rater. Je me dis juste on verra, puisque tu vois j'ai cette perte acceptable qui est ma ligne de mire, donc si ça marche pas c'est fine, puisque je l'ai intégré comme étant une option possible. Et donc t'as pas de moment où tu te compares à d'autres gens en te disant je réussis pas assez vite? C'est quelque chose que tu as toujours eu, ce truc là, ou c'est quelque chose fait c'est un truc qui me vient aussi peut-être du fait que ma foi, c'est quelque chose d'hyper important dans ma vie. Ta foi, tu l'as décrit comment? C'est ma foi en Dieu, en Jésus-Christ, c'est ma foi catholique. T'es catholique? Okay. Je suis catholique. Et donc tu pratiquante, pratiques? Ouais, j'adore la messe, j'adore chanter. Donc tu y vas tous les dimanches? Ouais. Ok. J'adore. Il y a plein de gens qui sont catholiques mais qui l'utilisent pas. Toi, tu l'utilises comment? En fait, c'est pas que c'est pas un outil, c'est juste une façon d'être. Ça m'habite, ça fait partie de moi, et donc ça me donne un énorme recul sur plein de choses, en fait. Au-delà de me donner de la joie, tu vois, et ça me donne un recul qui fait que, là, tout ce qu'on vit, tout ça, ça dure pas, en fait. Et donc, qu'est-ce que je fais de mes journées? Une bonne journée, c'est une journée où tu as donné, une journée où tu as été présent aux autres, où tu vois, c'est pas juste où j'ai nourri ma soif de réussir, d'être connue, d'être aimée, même si j'en ai une comme ça. Mais c'est pas... Ça me ramène à l'essentiel, en fait. Et comment tu t'y prends pour connecter à ça? Parce qu'encore une fois, il y a des millions de catholiques dans le monde, donc des millions pour qui c'est important pour eux et qui pour autant se comparent et qui pour autant sont frustrés, etc. Donc toi, c'est quoi, toi, ta manière de te connecter à Dieu, à la foi, qui fait que ça t'impacte? Est-ce que tu as un rituel le matin? Toute la journée, en fait. Je passe ma vie à donc prier, tu dialogues, en fait. Tu as un dialogue avec Dieu. Ça m'intéresse de comprendre comment. La raison pour laquelle je te pose la question, c'est que j'avais vu comme ça une émission où il y avait Boris Cyrulnik, je sais pas si tu vois qui c'est, et j'aimais bien ce qu'il disait de mémoire, donc peut-être que j'ai un peu déformé avec le temps, mais c'est pas grave. Il disait on peut pas prouver scientifiquement l'existence de Dieu, par contre, et donc je crois que lui il est athée en plus, on peut prouver le pouvoir de la prière, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu prouver son existence est quand même assez compliqué. Par contre, quand les gens font des prières, quelle que soit leur religion, et même des prières d'ailleurs non religieuses, on peut observer un effet sur le cerveau, on peut observer un effet sur le bien-être, on peut observer... Mais comme la méditation, je pense. Oui, bien sûr. Et donc, ça m'intéresse de comprendre, c'est quoi, toi, ton rituel qui te permet de... Mais en fait, moi, c'est une présence qui est avec moi tout le temps, tu vois.
C'est la source qui empêche mon cœur de sécher. C'est une présence qui est aimante et qui est là. Et donc, j'y accède le matin quand je me réveille. J'ai toutes mes petites prières sur mon téléphone. Ok. Donc, j'ai 1 minute avec Marie, évangile au quotidien, un miracle par jour. Enfin, je me suis abonnée à des petits trucs et je lis des choses. Les psaumes, c'est absolument magnifique. Des textes d'évangile. Et tu vois, je prends le temps. Ok. Et puis après, il y a des prières. Tu récites Je vous salue Marie. Enfin, tu vois, c'est des moments de connexion en fait, avec quelque chose de très, très profond et très, très calme au fond de toi. Et en fait, c'est tellement antinomique avec le tumulte des jours où on est en train de courir partout. Et en fait, il y a comme une évidence, tu vois, d'amour qui est donnée. C'est fou, hein. Et qui fait que voilà, il y a des choses tristes, il y a des choses urgentes, il y a des choses marrantes, il y a des choses chiantes, mais il n'y a rien de grave. Et donc, par exemple, dans un moment d'adversité, t'as un psaume auquel tu penses, Non, mais en fait, j'accueille, tu vois, il y a des trucs. Puis l'adversité, elle a plusieurs visages, hein, mais tu te dis, bon, merde, c'est pas ce que je voulais. J'offre cette réalité-là, je la comprends pas, mais je l'accueille, tu vois. On verra bien ce que ça va donner. Peut-être que c'est un chemin et ça va m'amener où je pensais pas aller, et peut-être que ça va être, c'est une chance peut-être au final, tu vois. Les US, tu ressors de quoi? Ça t'a appris quoi, les US? À voir grand. Ok. Ouais, à voir grand, tu vois, à oser. Alors là, pour le coup, ils sont forts. J'ai fait le marathon de New York alors que je suis pas une super sportive. Ok. J'ai donné quand des même, cours, il faut s'entraîner quand même. Ouais, mais je me suis entraînée 2 mois, tu vois, c'est pas grand-chose. Et en plus, j'étais malade au milieu, donc j'ai pas beaucoup couru, mais je l'ai fini. Ok. En combien de temps? J'ai 4,50. Bah, c'est pas génial, mais pour quelqu'un qui court jamais, c'est canon. Je suis trop fière. J'ai donné des cours à Harvard sur l'investissement, la classe. Mais comment ça s'est fait, ça? J'ai donné, un gars, tu sais, parce que tu rencontres, tu crées un réseau là où tu vas. Et donc, un jour, quelqu'un me dit est-ce que tu voudrais venir parler à mes élèves d'investissement C'est pas mal, ça. La classe. J'en ai pas dormi pendant 3 jours avant. De quoi? De trouille. Ah oui, J'avais peur. Je me disais, putain, les mecs, ils sont tellement plus intelligents que moi. En plus, je me dis, bon, pour les faire un peu cogiter, c'était le mardi, le jeudi, je leur envoie un gros pavé comme ça, tu vois, un dossier à regarder pour les préparer à ce que j'allais leur dire. Et je dis au prof, est-ce que vous pouvez leur demander s'ils ont des questions sur le doc? Tu vois, je me suis dit, au moins, ça va les calmer. Et je te jure que 3 heures après avoir envoyé le doc, j'avais 120 questions. Ah, c'était une machine. C'était une machine. Et je me disais, putain, c'est horrible. Oh, putain. Et en fait, je suis arrivée, j'ai vu des bébés, quoi. Ils avaient 20 ans. Pardon, Paul, hein, mais c'était des gamins. Ils étaient hyper gentils et hyper, tu vois, grateful. Et ils posaient plein de questions. Il y en a qui pensaient bien, il y en a qui pensaient mal. Enfin, vraiment, il n'y a pas... voilà, c'est marrant. Hein. Après, j'ai donné des cours aussi à Columbia Business School sur l'entrepreneuriat. J'ai interviewé Serena Williams et j'ai dîné avec elle. Stylé, elle est ouf. Ouais, c'est dingue. Et il y a son mari, c'est lui le cerveau de la bande, hein, mais voilà. Tu veux dire cerveau du business? Oui. Tu sais, le patron, comment... Ah mais oui, bien sûr, c'est le patron de qui? Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est cette plateforme-là. Pourquoi j'ai Cora en tête, mais c'est... Oui, c'est un vrai, c'est un entrepreneur qui est vraiment connu. Hyper connu, Alexis Ohanian. C'est comment la boîte? Je me souviens plus. Si vous trouvez, vous dites juste la première lettre, on va retrouver. Reddit. Ah ouais, c'est voilà, ça. C'est le fondateur de Reddit. Donc voilà, donc il était là et il y avait il Gary Tan. Il est hyper grand, je crois. Il y avait son bestie avec qui il avait fait un fonds d'investissement, Gary Tan, qui maintenant est le patron d'un énorme incubateur aux États-Unis, mais du coup que j'ai rencontré. Donc tu vois, donc ça m'a fait faire des trucs de dingue que j'aurais jamais fait. Incroyable. Et en fait, c'est facile. J'ai écrit à la patronne d'IBM sur LinkedIn en disant j'aimerais bien vous rencontrer. Elle m'a dit OK, 5 minutes. Donc on s'est parlé 5 minutes. En fait, c'est très facile d'accéder. C'est pour ça que tu as des grands patrons, ils sont fous là-dessus. Patrons de Best Buy, de Target, de Walmart. Enfin, c'est fou, quoi. Et donc ça m'a vraiment. Je me suis dit voilà, quand on veut, on peut. Et tu ressors quoi de cette rencontre avec Serena Williams? Que j'étais un peu intimidée en fait. Ok. Et puis surtout, enfin, tu vois, elle va se dire c'est qui cette meuf, quoi. Mais on a dîné ensemble à la même table. Et puis j'étais là pour lui vendre un truc parce que je voulais qu'elle vienne intervenir à un de mes événements. Parce que moi aussi, c'est marrant, on a des business models assez similaires. Ouais. En plus de faire des formations, j'organise des événements. Toujours, tu le fais toujours? Ouais.
Et je sais que tu fais intervenir des gens assez stylés. Ouais, c'est stylé. Donc... La prochaine fois, c'est toi qui viens. Hein. D'accord. Et cool. Et donc je voulais lui vendre le coup de venir et elle avait dit OK, sauf qu'après, il y a eu le Covid et l'événement n'a pas eu lieu. Trop bête. Et là, du coup, tu fais comment pour arriver à maintenir le lien? Tu as accès à lui ou pour pouvoir la faire venir après le Covid là? Non, mais après, j'ai laissé tomber parce qu'après, je suis rentrée en France et puis après, j'ai arrêté. C'était sur la diversité et l'inclusion, tous ces sujets-là. Et après, je suis rentrée et là, c'est que Envie et le Future of Work me sont tombés dessus. Mais donc, j'ai pas fait cet événement, en fait. Je l'ai pas fait au final. Mais... Parce que là, tu fais plus d'événements un peu sur, par exemple, l'empowerment féminin, par exemple. En fait, je fais des événements pour mettre en lumière les indépendants. Ça s'appelle le Grand Prix des indépendants. Je fais des tours de France et souvent, j'aime bien mettre sur scène des femmes, mais sans dire que c'est parce que c'est des femmes qu'elles sont sur scène. C'est juste parce qu'elles déchirent, elles font un super business, elles ont une bonne tchatch, elles réussissent. Et en fait, il n'y a pas à genrer le truc. C'est simplement que s'il se trouve que c'est une nana qui réussit, donc peut-être que d'autres peuvent se projeter en elle. Mais donc, c'est plus subtil. Toi, c'est quoi ta vision en tant que femme? Parce que j'ai des femmes autour de moi qui ont des visions différentes sur ça. Ça m'intéresse d'avoir la tienne. Entre une vision qui serait... Je vais essayer c'est pas mes mots, donc c'est complexe, mais je vais essayer de les retransmettre. Mais une vision il faut, je ne sais pas, par exemple, 50% de femmes, etc., dans les boards ou dans les entreprises. Et d'autres personnes, d'autres femmes qui me disent, qui ne sont pas en opposition avec ça en soi, mais pour qui ça dérange l'idée que ça puisse être possible qu'elles aient été choisies parce qu'elles étaient une femme. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. Non, mais je comprends en fait. C'est que c'est un outil. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi chez Renault. C'est qu'on se dit, il y a la loi Copé-Zimmermann, il faut des nanas, donnez-moi une liste, il y en a 30, nanana, tout le monde passe, c'est moi qui gagne. Mais c'est parce que c'était une liste de femmes. Et en fait, je sais que c'est pas le fait d'être une femme que j'apporte aujourd'hui. C'est ma vision entrepreneur, du digital, international, ma liberté de ton, ma confiance, ma capacité à créer du lien. Et ça, si j'étais un mec, j'imagine que j'aurais la même. Voilà. Pour toi, en tant que femme, est-ce que, entre guillemets, réussir professionnellement, c'est la même manière qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme? Laisse-moi devenir un homme une journée, je te dirais. Mais dans ta vision, en tout cas dans ta vision, dans ce que tu observes, est-ce que pour toi, il y a des atouts féminins sur lesquels on peut capitaliser ou pas? C'est quoi ta vision? Je sais pas, moi je peux te parler juste de mon expérience. Moi, le succès, j'en parlais avec Paul ce matin, ma vie, c'est un petit tabouret, tu vois, et j'ai 4 pieds. Et le succès, c'est quand j'arrive à tenir sur ces 4 pieds. Et mes 4 pieds, c'est mon boulot, où je me réalise comme toi et je prends un kiff de fou et j'ai vraiment l'impression d'apprendre tous les jours et de créer de la valeur. Il y a mes potes, mes amis, ma famille qui m'envoient plein de love, avec qui vraiment c'est toute cette dimension du cœur que je vis. Il y a le give back, ce que je donne, tu vois, comme toi, du temps, de l'argent, n'importe. Et ça, je me sens utile. Et puis, il y a ma vie intérieure. Donc ça, c'est ça ma réussite. C'est que j'arrive à marcher sur tout ça et que je suis mariée depuis 23 ans et c'est pas un long fleuve tranquille et que j'ai une super fille. Mais tu vois, par exemple, en termes de leadership, parce qu'en fait, il y a plein de clichés et je trouve que les clichés, c'est compliqué pour se former soi-même parce que du coup, tu t'enfermes dans une représentation. Donc, tu vas avoir le cliché un peu du leader masculin qui est un cliché, c'est-à-dire qu'il est il est pas, enfin tous les hommes ont un dégradé de personnalité possible, les femmes aussi, mais tu as ce cliché un petit peu que le leader masculin il va être je sais pas comment dire, ferme, tu vois, c'est plus une émotion plus proche de la colère que la joie, enfin un truc sérieux. T'as ce cliché un peu de l'homme, tu vois, et qui est différent, j'imagine, dans la représentation des clichés de femmes. Quand tu te dis je veux être une femme leader, c'est quoi toi ta manière de voir ça en fait? Moi, j'arrive pas à genrer le talent, j'arrive pas à genrer, tu vois, le leadership, en fait. Parce que je te dis ça dans le sens où il y a des femmes qui m'ont dit, par exemple, parce que je suis dans un milieu d'hommes, il va falloir que je sois encore plus dur que les hommes. Moi, j'ai travaillé dans la tech pendant plus de 20 ans, donc j'étais parmi des rares nanas. Je me suis jamais posé la question. J'ai jamais dit ça. Non, en fait, je creuse mon sillon, en fait. Moi, j'ai une expertise, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux apprendre et avec de qui m'entourer.
Je sais pas. C'est drôle, hein, je me suis jamais posé cette question. En revanche, je sens ma responsabilité au quotidien de partager, notamment avec des jeunes femmes, de dire vas-y, tout est possible en fait. Tout est possible. Mais moi, je l'ai jamais ressenti ça. Trop bizarre. Non, c'est pas bizarre. Je dois être un mec inside, je sais pas. Non, c'est pas bizarre parce que tu vois, ça me fait penser. Ah putain, j'ai perdu son nom. On l'a interviewé sur scène en plus, rugbyman. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Mais en tout cas, c'était intéressant parce qu'il disait que il est noir et que du coup, il a grandi dans un environnement qui est plutôt raciste. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il me disait, j'en ai pas souffert. C'est-à-dire que il était dans un mode, je vais cartonner dans le rugby, je vais être le meilleur dans ce que je fais. Il avait ce truc de, en fait, ça n'a aucune... Enfin, c'est comme si c'était pas une question pour lui, sa couleur de peau. Mais peut-être parce qu'il a ce rempart, tu vois, quelqu'un lui a tricoté quelque chose qui fait que son père, tu vois, et que le regard critique, ça ricoche en fait sur lui. Il est là et je pense qu'il le voit, mais ça ne l'affecte pas au point de l'empêcher de rêver, et, tu vois, et d'accomplir, d'aller vers son rêve. Donc c'est chouette. C'est toujours, on en revient à la confiance en fait. Ah ben c'est un truc de dingue. Tiens, tu peux prendre 3 cartes, c'est des questions derrière, et répondre à chacune des questions. C'est quoi ça? Allez. Surprise. C'est vachement bien fait votre affaire. Hein. Hop. Alors qu'est-ce que ça va être? La décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre. En fait, je peux te dire la pire décision que j'ai prise. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est que j'ai décidé de façon unilatérale de partir à New York. Tu vois, alors quand c'est une décision, j'avais quand même déjà mon mari, ma fille, et c'est moi qui ai décidé, c'était mon rêve, c'était moi qui le voulais. Et je réalise maintenant, j'ai adoré l'expérience, vivre à New York, tout ça, mais c'est une erreur de décider toute seule. Tu veux dire sans ta fille et sans ton mari? Oui, c'est moi qui les ai forcés, je les ai embarqués, tu vois, j'ai pris la décision. Et donc, mais t'aurais fait comment, c'est du coup, pas avec qu'elle du recul? était difficile, c'est que j'aurais demandé qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien, pourquoi vous voulez pas y aller, et j'écoute, et j'aurais écouté davantage. Donc, parce que t'es un peu bulldozer. En fait, j'écoute pas assez. Voilà, il faut que j'apprenne l'écoute. Et donc, j'ai pris une décision unilatérale. Et ça a été difficile dans mon couple. Ça a été hyper dur. On a failli se quitter. C'était vraiment très, très, très tendu. Et tu vois, on n'a pas complètement résolu le truc encore aujourd'hui, même si c'est en bonne voie. Hein. Mais ça a laissé des cicatrices. Ouais, ça a laissé des traces très profondes. La cicatrice, elle vient du fait de... Tu nous as pas assez inclus dans la décision ou on n'a pas été heureux quand on te force à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, forcément tu t'es moins enclin à savourer tout ce qui se présente à toi. Tu vois, tu as une partie de toi qui est refuse. Donc c'est pas une décision difficile, c'était une mauvaise décision. Et donc à l'avenir, j'apprends. Ça, c'est mon challenge de la vie, à écouter. Voilà. Quels sont vos moteurs et qui vous poussent à aller toujours de l'avant? C'est la curiosité, c'est le kiff de découvrir, d'apprendre, tu vois, d'être surprise, d'explorer. J'adore ça. Ça m'éclate, ça m'excite, j'adore. Ça se voit. Paf. Et pour finir, est-ce que j'ai une phobie ou une peur irrationnelle? Absolument. Alors un truc de dingue. Mais alors, est-ce que tu veux bien dire la tienne aussi, comme ça? Je peux te la dire. Alors moi, ma phobie, c'est très, très bizarre. Hein. C'est les cintres en métal. J'ai horreur des cintres. Tu vois, les cintres en métal comme ça. C'est atroce. J'en vois un. Mais c'est le voir, c'est le toucher? Le voir, j'ai horreur de ça. Et donc... mais ça fait froid dans le dos, c'est quoi? J'aime pas ça. Je sais pas ce qui s'est passé avec un cintre dans une autre vie comme ça, mais j'ai horreur de ça. Et il y a des chances que ce soit pas dans une autre vie. Hein, peut-être, en plus, c'est pour ça aussi, c'est VP. Dans le hall de VP, il y avait une grosse sculpture d'un gros gorille en cintre en métal. Tu vois, c'est peut-être pour ça que ça s'est pas bien passé. Pardonnez-moi, les gars, ça devait être à cause des cintres. Voilà, j'ai horreur de ça. Pardon, ça passera peut-être. Hein. Yes, je vais avoir une psy pour lui en parler. Et toi, c'est quoi? Moi, le truc le plus dur sur lequel je bosse, parce qu'en plus, vu qu'on cherche à avoir des enfants avec ma femme, j'y suis confronté pas mal en ce moment, c'est tout ce qui est prise de sang, tout ce qui va être autour d'interventions sur le corps qui sont liées à la santé. Et donc, pas les piqûres? C'est pas que j'aime pas, c'est que je vais perdre connaissance. Dis donc. Et donc, c'est assez violent, quoi. Et donc, c'est un vrai exercice de gestion. Du stress.
Ouais, c'est du stress, mais c'est particulier parce que le stress, je peux être stressé à la radio, mais je tombe pas dans les pommes. Là, c'est un stress qui fait que je perds connaissance. C'est intense, quoi. C'est intense. Ouais. Moi, je vais pas jusqu'à tomber dans les pommes avec les cintres, mais c'est pas loin, quoi. 2-3 petites questions rapides, réponses rapides. C'est quoi un des mauvais conseils qu'on conseille aux entrepreneurs selon toi? Un mauvais conseil, un truc qu'on t'entend trop souvent, toi t'es pas d'accord? Lever de l'argent. Donc, on peut faire du bootstrap par exemple. Ouais, mais même je te dis ça parce qu'aujourd'hui mes entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs solo et c'est pas de l'argent qu'il faut lever, c'est des clients. Allez chercher des clients, allez-y, quoi. Si tu pouvais manger avec n'importe qui, vivant ou décédé, une ou plusieurs personnes, tu choisis qui? Plein de gens. Alors la table, elle ressemble à quoi? Il y a Jean-Paul II. Okay. Il y a plein de saints. Il y a Sainte Thérèse d'Avila. Il y a Romain Gary. Okay. Il y a Steve McQueen, quand même, pas déconner. Okay. Pourquoi? Il est beau. Je sais pas, il y a mes grands-mères. Et tu crées quoi comme conversation? Je sais pas, on parle dans toutes les langues et c'est très joyeux. On finit par une prière et on chante. Trop stylé. Est-ce que tu as un investissement qui s'est avéré vraiment être hyper stratégique, petit ou gros? Tu as investi sur quelque chose et ça s'est avéré vraiment hyper stratégique. Ouais, j'ai adoré investir dans Reach, Okay. qui fait de l'influence marketing. Pourquoi? Parce que j'ai appris plein de choses sur le marketing d'influence, sur ses ressorts, sur la transformation des boîtes. Ça faisait écho en plus à mon premier métier où j'achetais de la pub en ligne. Et donc, c'était vraiment... J'ai mesuré à quel point en 20 ans, mais tout avait complètement changé. C'est vraiment chouette. C'est une belle leçon d'humilité. Et en même temps, j'ai appris plein de trucs. Et puis, en plus, c'était une belle vente. Donc, c'est chouette. Et puis, en plus, un entrepreneur, Guillaume de Quitenon, que j'adore. Si ta fille, elle pouvait retenir qu'une seule chose de sa mère, ça serait quoi que tu aimerais qu'elle retienne? Mais je t'aime, et qu'elle sache que je l'aime. Et confiance en toi, bien sûr. Et si tu pouvais donner un message à, par exemple, justement, que ce soit les freelances, que ce soit n'importe qui, que ce soit des jeunes, un message que tu aimerais que les gens, ils l'aient plus à l'intérieur d'eux, ils y croient plus ou... Enfin, en tout cas, vas-y. Message hyper clair, c'est venez chez Envie. D'accord, les gars? Vous venez tout de suite. envieschool.com. Non, mais venez avec moi. On est en train de créer une super communauté d'entraide avec une belle power patate, avec un vrai sens de l'autre. Et on réussit que collectivement, quoi. Donc, ouais, venez, on va bien s'amuser. Stylé. Merci beaucoup. Merci à toi. Hein. C'était trop cool. Trop chouette. On était totalement indépendant. Il y a 3,5 millions de revenus en forte croissance. Et ensuite, on est allé voir des fonds, on s'est dit on va lever de l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, tous les erreurs que je te donne et les erreurs que je raconte dans le livre Start to Scale, la majorité des entrepreneurs, ils vont lire des livres et ils vont pas les faire. Et nous, il y a plein de trucs où je me dis, mais si j'avais dû refaire la même chose, je serais beaucoup plus rapide.